Hey, si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMT, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Wow! Hey, welcome back sur le podcast number one around the world. Bienvenue sur Prends un break dans un décor, ma foi, mythique. Comment tu vas, mon beau-frère? Ben, je suis vraiment content d'être là, man. Ça va super bien. On reçoit un invité que j'avais hâte. Aujourd'hui, ça fait quand même un bon mois qu'il est booké puis que je te parle de cet invité-là. Fait que je pense que ça va être cool. Ça, c'est bien nice. Puis en plus, on a des petites boissons, Monster, Sève. Tu sais, on est un peu festif quand même. C'est quoi ça, Sève? Je pense que c'est une boisson qui se boit au fret, mon minou. C'est une excellente question, mon Frank. Sève, c'est des produits québécois. Fait que ça, déjà, c'est nice. T'sais, on encourage local. C'est important. Ça. Des fois, l'économie est pas facile. Fait qu'encourager local, ça fait plaisir. Puis en plus, c'est quand même pas mauvais pour la santé. Ça reste de l'alcool, là, mais genre, il y a des électrolytes là-dedans. C'est avec de l'eau d'érable. C'est ça, c'est fait à base d'eau d'érable puis de la vodka. Fait que c'est pas du sirop d'érable. Là. C'est pas sucré pantoute, c'est de l'eau d'érable. Puis il y a plein de bienfaits là-dedans. C'est bien à la mode. Puis le design est super beau. C'est en vente dans le SAQ. Vous irez voir ça, sincèrement. C'est un nouveau produit. Ça n'existe pas sur le marché. On vient de découvrir ça. C'est vraiment nice. Allez goûter ça. Ouais, ça vaut à peine. Cool. On est bien content de ça, man. Puis tant qu'à être dans nos plugs, on a aussi RS et compagnie qui, encore pour une semaine, sont là avec nous pour nous encourager. Plus de 26 succursales au Québec. Ça fait 2 ans. Ça doit être rendu à 30 de succursales au Québec. Puis si tu utilises le code BREAK15, c'est 15% de rabais sur tous les produits en magasin, ce qui vaut à peine quand même, Frank. Ça me mène à la question, mon beau-frère. T'es prêt? Comment va ta vie sexuelle? Ah non, tu startes ça avec ça. Tranquille. Ben là, je viens de déménager, fait que j'étais pas là-dedans, tu sais. J'ai travaillé fort, je me suis bien installé, mais là, je suis rendu, j'ai une belle chambre, tout est prêt. Fait que peut-être qu'éventuellement, ça va s'améliorer, mais là, c'est tranquille, tu sais. Et là, si t'as des grands crises de châssis dans ta fenêtre. Ah ouais, ça, c'est un problème aussi, là. Je sais pas s'il y a du monde dans l'audience qui savent un peu comment... Moi, je suis pas quelqu'un de manuel, puis là, j'ai une problématique parce que ma chambre, j'ai des grandes fenêtres, puis il y a comme un genre de... En dessous de mes fenêtres, il y a comme, je sais pas comment on peut appeler ça, un genre de montant. Genre. Ouais, mais c'est pas ça l'histoire, là. Dis-le que t'as pas de rideau, aussi. Mais non, c'est ça, j'ai pas de rideau, pas en tout. Puis je suis au rez-de-chaussée, fait que genre tout le monde me voit. Puis il y a un chantier de construction qui est genre vraiment là, à hauteur de moi. Fait qu'il y a plein de monde qui passe. Fait que comme c'est impossible pour moi d'avoir je peux pas me crosser dans ma chambre, mettons, ou genre je pourrais pas avoir de relation sexuelle pour l'instant, à moins qu'il fasse très noir. Là, ça t'en as-tu ou t'en as pas eu de relation, pas de rideau? Là, ça, c'est trop de détails. Là, le monde veut pas savoir ça nécessairement. Mais genre, l'important, c'est qu'il faut vraiment que j'attende qu'il fasse noir parce que pour l'instant, c'est dangereux. Mais je vais aller bientôt m'acheter des rideaux. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ton collègue est pas là. Fait que là, t'as eu la visite. Non, pas de visite? Non, pas de visite. Ben, tranquille. Alright. Ben Chris, je pense qu'on est prêt à recevoir notre invité de la semaine, en fait. Ben oui, certainement. Mais... on est présentement au Magpie Magique qui nous ont reçus pour le podcast. C'est genre un restaurant pas loin du plateau de Montréal. C'est vraiment cool. Comme vous voyez, le décor est très bien. Ils nous ont bien accueillis. Fait que si ça vous intéresse, ils sont à Montréal. Puis c'est super le fun. La bouffe est bonne. Il y a des bons petits drinks. Shout out. Oh yeah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, on accueille le seul et l'unique Hadjib Al-Qaïda! Oh yeah, what's up? Yes, toi? Yeah, ça va. Le café, c'est correct. Semi, mais... Ouais, semi, hein, ça... Ouais, bonne idée. Le sponsoring, ouais, c'est ça. Mon café, il est pas à la hauteur, je pense. Ouais, mais c'est ça, puis t'avais peur de pas être on-brand en venant sur le podcast, mais là, on a parlé de crossette avant que t'arrives, fait que le sujet est réglé. Ben, ça me dérange pas, mais tu sais, je vois passer beaucoup de clips du show, puis quand vous m'avez écrit... je fonctionne beaucoup à l'intuition, moi. Fait que j'ai juste fait comme... À chaque fois que j'ai vu vos affaires, ça m'a toujours fait rire. J'aime beaucoup le... Je sais pas, il y a quelque chose que... Tout dans la culture YouTube là, qui vient vraiment me chercher. Fait que j'étais fucking down de venir. Cool, puis, merci, ouais, vraiment. On est vraiment content que tu sois là. Fait que tu te crosses pas mal. Honnêtement, non. Ça fait 9 ans que t'es en couple. Je comprends que... Ouais, non, honnêtement, non, c'est pas... c'est bien, ma vie est bien dosée là-dessus. Ouais, nice. Ouais. Mais c'est ça, puis on était content de te recevoir, parce que justement, comme tu dis, c'est pas tant on-brand, ben, dans le sens qu'on reçoit plein de monde, fait que tu sais, je sais même pas c'est vraiment quoi notre brand, mais genre, c'est cool d'avoir des invités variés, puis
tout ce qui était cool quand je faisais la recherche, tu sais, d'habitude, quand j'écoute des podcasts de personnes, je fais comme plein d'affaires en même temps. J'écoute un podcast, je fais de la recherche, puis tout. Puis toi, a vraiment fallu que j'arrête tout pour me concentrer parce que, Chris, t'es intelligent, honnêtement. Oh shit! C'est mettre la pression fort en partant. Oui, je vais le prendre comme un compliment, mais honnêtement, c'est pas quelque chose que j'essaye de faire. Là. C'est comme. Des fois, je pense que les gens ils pensent que je fais comme exprès d'aller dans certaines zones ou faire les choses d'une certaine manière, mais comme dans la vie de tous les jours, je gosse tout le monde à cause. J'arrête pas de. Je m'en rends jamais compte que je parle trop ou que ça intéresse personne. Mais ça donne que sur scène, ça intéresse le monde. C'est ça qui est weird un peu, là. Je comprends. Sur scène, les gens sont comme plus ouverts sur les petites idées qu'on a de la vie, mais dans la vie de tous les jours, j'essaie de calmer ce côté-là de moi. Non, ça fait du sens. Cette ouverture-là, c'est comme inné ou t'aimes ça? Tu t'intéresses vraiment à plein d'affaires? Oh shit. Je pense que je suis naturellement très curieux, genre, depuis que je suis petit. Je pense que j'ai toujours été très curieux, mais j'ai l'impression que, tu sais, aujourd'hui, avec Instagram, On appelle ça Internet. Avec Internet, mais moi, j'utilise pas tant que ça TikTok, parce que j'ai comme décidé que je l'ai, il y a quelqu'un, tu sais, j'y vais de temps en temps, mais je me connais, puis je pensais que ça allait être un danger pour moi d'aller là, mais en tout cas, bref, je trouve que l'algorithme, ça peut être quelque chose qui, j'ai l'impression que comme quand il catch qu'il y a des affaires que t'aimes, puis que c'est sain, ça peut être malade. Comme là, j'ai l'impression que j'ai jamais été plus curieux de ma vie. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, là, mais genre, X, Instagram, ils ont comme catché qu'il y a certaines affaires que j'aime, genre l'histoire des civilisations, la psychologie, toutes ces shit-là. Fait que là, je suis comme floodé d'informations que j'ai jamais eues. J'ai l'impression que de moins en moins, ça m'abrutit d'aller sur Internet parce qu'il y a quand même un côté positif à l'algorithme. Je sais pas si vous êtes d'accord, là. Ben, ça dépend quoi. Ça dépend c'est quoi que l'algorithme tombe. Genre, moi, j'aime bien la UFC, genre. Fait que moi, X, c'est que des knockouts, genre. Puis je sais pas à quel point ça me fait grandir comme personne de voir du monde se faire knocker, mais moi, j'aime ça. Non, mais j'ai le même problème parce que je fais de la boxe, puis ils le savent. Ils savent que j'aime ça, fait qu'ils... J'ai beaucoup de knockouts aussi là, qui viennent sur le feed, ouais. Puis tu dis que ta blonde, des fois, ça le gosse ton genre de côté philosophe. Puis je comprends parce que j'ai trouvé, genre, c'est ça, je te trouvais intelligent puis j'étais focus, mais tu m'as aussi rendu dépressif parce que. Parce que t'avais des takes, genre, mais t'avais vraiment des bonnes takes. À un moment donné, t'expliquais que, genre, ça existe pas d'être une bonne personne. Genre, t'étais comme. Où j'ai dit ça? Te rappelles-tu? Dans un podcast, je pense que c'était peut-être Sans filtre. Ou peut-être que c'est lui à Pantelis qui était fait. Ah, ok, ça se peut, ouais. Puis là, c'est ça, t'expliquais, genre, que si tu peux pas être une bonne personne, que genre, c'est juste que quand t'es une bonne personne, c'est que t'acceptes, genre, de correspondre à des codes, puis que c'est juste que je vais mal. Non, je pense que je me rappelle. Ouais, je pense que je me rappelle. Puis ça m'a comme un peu fait craquer le cerveau parce que moi, on dirait que je me suis tout le temps défini comme genre, tu sais, je suis quand même une bonne personne. Fait qu'on dirait que ça m'a tout le temps défini de même. Puis en t'écoutant, j'étais comme Chris. Mais comment tu définirais une bonne personne, genre, comme moi, je me pose encore la question, genre, parce que en fait, tout le monde la majorité des gens se perçoivent comme des bonnes personnes. Mais c'est ça. Mais on dirait qu'en vieillissant, je réalise ça tient pas à grand-chose pour qu'on se comporte comme des fucking trous de cul. Ben, genre, la limite est pas si grande que ça, puis c'est un miracle que autant de gens décident de bien se comporter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas si tu catches un peu. Oui. Puis tu peux être une super bonne personne puis faire un comportement que t'es un esti de trou de cul aussi. Exact. Fait que c'est ça, c'est quoi la base? Je pense que c'est ta définition de chaque bonne personne t'as défini, là. Mais c'est vrai que si tu veux essayer de plaire au monde puis de tout faire pour tout le monde, ben t'es pas nécessairement une bonne personne pour toi-même parce que t'essayes d'être comme les autres veulent que tu sois. Raison. Fait que c'est pas nécessairement mieux au final. Puis ça veut pas dire qu'en dedans de toi, t'as pas comme du ressentiment par rapport au fait que t'es tout le temps en train de tout faire pour les gens autour de toi. Puis ça vient pas d'une place où ça a juste été comme dans un élan, t'as été comme généreux ou t'as donné puis ça t'a fait du bien. C'est comme, des fois, être la bonne personne puis être gentil, on s'en rend pas compte, mais on est en train d'endetter tout le monde. Comme tout le monde nous doit quelque chose, mais nous-mêmes, on veut pas le voir. Tu sais, on fait comme, dans notre tête, je suis une bonne personne, j'ai aidé tel. J'en parle pas, mais à quelque part, j'attends que ça me revienne. Puis ça... Je pense que c'est pas comme la bonne définition pour moi. Là. Je pense que c'est un piège, on tombe tous dedans. Comme il y a quelqu'un dans mon entourage,
il me dit à moi qu'il aime ma façon de penser, de me calisser de tout le monde. C'est comme ça qu'il appelle ça. Mais c'est pas que je me calisse de tout le monde, mais c'est qu'on a des amis en commun qui ont des différends entre eux. Ouais. Puis moi, lui, il s'en fait avec ça. Ah, lui, il peut pas voir lui, on peut pas être tous ensemble. Toi, Mais moi, je m'en calisse. Ouais. Puis c'est pas que je me calisse d'eux, c'est juste, c'est vos problèmes, vous êtes pas capable de les régler. Moi, je vais, si vous venez pas, c'est votre assis de problème. Ah, moi, j'aime mais ça. lui, il s'en fait. Hey, je vais-tu avec un, je vais-tu avec l'autre. J'ai dit oui à un, j'ai pas dit oui à l'autre. Hey, on s'en calisse, là, fais tes affaires. T'as toujours été comme ça? Ouais. Ok, c'est ça. Fait que j'ai de l'air de m'en calisser, mais je m'en calisse pas. Je fais juste pas m'en faire avec le problème des autres. Moi, j'aime ça. On dirait que avant, j'étais plus comme ton ami. Puis là, maintenant, je suis plus rendu un peu plus comme toi. Je suis comme, je m'en calisse, j'embarque pas dans vos problèmes. Comme la vie est assez compliquée comme ça. Je veux même pas savoir Honnêtement, je veux même plus savoir les problèmes des gens. Ça m'intéresse même plus. Genre, je veux pas embarquer là-dedans. Non, c'est ça, on a nos problèmes à nous autres, puis c'est bien en masse. Exact. Ouais, puis comme tu disais, tu sais, il y a aussi le revers de la médaille. Parce que, tu sais, quelqu'un qui fait des bonnes actions en attendant quelque chose en retour, c'est pas bon. Mais moi, des fois, de l'autre bord, je remarque que souvent, je refuse quelque chose que quelqu'un peut m'offrir. Avec mon truc subconscient, c'est un peu ça, justement, c'est de me dire, je veux pas en devoir une à l'autre personne. Fait que des fois, je me fais offrir de quoi quand je pourrais très bien dire oui, la personne veut l'offrir. Non, genre. Mais moi, non, c'est beau, je n'ai pas besoin. Tu sais, j'aime mieux comme rester le gars qui est un peu plus discret, qui n'a pas de besoin. Mais on dirait que c'est justement, je veux pas que l'autre personne, je dois quelque chose à l'autre personne. On dirait qu'il y a un peu cet aspect. Mais tu sais, ça, c'est même prouvé, là, comme scientifiquement, là, que quand tu offres quelque chose à quelqu'un, la personne se retrouve inconsciemment avec comme à 104 doigts, à 104 doigts quelque chose. Fait il y en a qui font ça, mettons, en affaires ou en... Il y en a qui font ça volontairement. Ils vont aller donner des... J'ai lu ça j'ai lu ça quelque part, là, comme ça fait partie d'une méthode là, de négociation ou mettons, tu veux quelque chose de quelqu'un, il y en a qui volontairement, ils vont te donner de quoi, comme ça, tu as un petit peu plus envie, quand arrive le temps de négocier sur quelque chose, de donner l'affaire en question ou parce qu'on se retrouve endetté, tu sais, avec les bonnes actions aussi là. Ouais, exact. Puis là, si tu veux rester une bonne personne, ben là faut que comme tout le temps que tu sois en up, puis là ça devient compliqué ici. Ouais. Mais tu sais, ça existe. Pour ça je disais, je pense que j'y crois pas tant que ça. On a tellement tous comme une définition différente de c'est quoi une bonne personne, une mauvaise personne. J'ai l'impression qu'on dirait qu'en ce moment, moi c'est plus genre je check mes comportements, pas de façon obsessive, là, mais j'essaie de checker genre comment je me comporte. Est-ce que genre je suis à l'aise? Est-ce que je suis à l'aise avec l'idée que ma conscience est en train de me juger? Puis genre comme tout le monde a une conscience, là, tout le monde a comme quelque chose qui le regarde. Là. Tout le monde. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y en a qui l'ignorent. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il y a comme quelque chose j'ai l'impression qu'il me regarde tout le temps, puis que j'essaie d'être... Je le sais que je sais que ma moyenne sera même pas proche de 80%. Mais j'essaie le plus possible d'être dans une moyenne où je me sens à l'aise de dire comme, check, j'ai fait ce que je pensais qui était la bonne chose, puis sinon, je suis ouvert à apprendre. C'est quoi la bonne chose? Je suis ouvert à me faire dire c'était pas la bonne affaire, je vais essayer de. Mais surtout dans le. On est dans le même milieu, c'est le milieu de l'espace public. Là. Mm-hmm. Vous devez l'avoir vécu. Les gens sont pas pareils avec quelqu'un quand quelqu'un devient connu. Tu te retrouves avec beaucoup plus de situations de tentation. Fait on dirait, moi, je suis dans le milieu des arts depuis que j'ai 19 ans. C'est la moitié de ma vie, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Toi, tu as toujours été adulte en étant personnalité publique. Moi, je suis passé de travailler dans un café chicha à être une personnalité publique. Là. J'ai pas connu, genre, tant que ça, une vie autre que... Ouais. Non, moi, j'ai fait juste plein de petits jobs. Puis à m'amener autour de 18-19 ans, je voyais que je m'en allais vers la criminalité. Je me suis retrouvé dans des situations qui étaient comme que mes parents étaient à 2 doigts de me renvoyer genre au Maroc là, quasiment là, parce que genre je m'en allais dans une mauvaise direction. Puis là, j'ai comme fait soit je vais aller dans la mauvaise direction, soit je vais faire du stand-up parce que j'avais pas d'option entre les deux. Je voyais pas d'option entre les deux. J'avais pas des bonnes notes à l'école, au cégep. Je m'étais fait crisser dehors du cégep. Fait que j'ai juste connu ça, dans le fond. C'est un peu weird là, à le dire comme ça, mais on dirait que j'avais pas vraiment pensé, mais j'ai juste connu
de 19 à aujourd'hui, là, Je trouve qu'il y a un peu des similarités des fois entre le crime puis l'art, Ouais, dans le ouais, sens ouais, que c'est du monde qui veut sortir de la boîte, genre, c'est Ouais, du monde qui ouais, veut pas ouais, fitter ouais. dans le moule, fait qu'il y Ouais. a comme un genre de... Puis c'était quoi, hein, quand tu J'ai dis... comme plus de jugement par rapport à... Tu sais, comme... À part les gens qui vont léser... Tu sais, quelqu'un qui va faire mal à quelqu'un ou voler quelqu'un, Ouais. ça, je juge ça. Mais tout le reste de ce que je considérais être le monde de la criminalité, aujourd'hui, en vieillissant, je comprends que j'ai croisé trop de gens qui portent des cravates qui sont des criminels. Ouais. J'en ai tellement croisé, fait que je fais attention à comment je perçois tout ça maintenant. Là. Mais t'as raison, c'est vrai que à la base, là, comme quand t'es jeune, là, la tentation que t'as de faire quelque chose d'un peu illégal, si on veut, là, si tu l'as aussi dans l'affaire qui te fait que, OK, on le fait, le podcast, OK, on se lance dans... OK, le risque, le côté genre... Personne va le faire, mais nous, on va le faire. Ouais, là. c'est ça. On dirait que c'est la même petite bibite là, Je pense que oui. qui est orientée dans ça. Ouais. Ouais. Puis c'est en quelle année que vous êtes arrivé au Québec, toi et ta famille? Moi, je suis arrivé, j'avais... En fait, on est arrivé à 8 mois. J'avais 8 mois, on est allé aux États-Unis en premier. OK. L'histoire est quand même intéressante. Je le raconte dans mon dernier show, là, dans l'avant-dernier, mais dans le fond, mon père... tu sais, moi, je suis né au Maroc. Mon père, il était irakien. Lui, il avait fui le régime de Saddam Hussein. Puis là, il est allé au Maroc. Il travaillait, il était professeur, il avait une petite librairie. Il habitait dans le désert. Il a rencontré ma mère, un village dans le désert. Puis là, ils ont eu moi puis ma soeur. Puis à l'époque, le Maroc ne donnait pas de papier d'identité OK. aux gens qui n'étaient pas 100% marocains ou d'un père marocain. Fait que ta mère, c'était correct. Ma mère, c'était correct, elle était marocaine, mais moi, j'avais pas de papier, puis ma soeur avait pas de papier. Fait que Ton père, vu qu'il était pas irakien... il était irakien, mais il avait était fui pas son... marocain. Et puis, Ok, c'est ok. ça, fait que lui, il était comme un sans-papier au Maroc, mais il était accueilli parce qu'à l'époque, le Maroc accueillait les Irakiens parce qu'ils savaient que c'était une situation politique difficile. Puis là, dans le fond, mes parents, ils ont décidé... Mon père, parce qu'on n'avait pas de papier, puis ça, les gens... Même moi, ça a pris des années avant de catcher, mais c'est parce que quand t'as pas de papier, tu peux... Genre, t'es vraiment que t'existes pas, là. Tu sais, c'est comme... Il y a rien que tu peux faire. Tu peux pas avoir de carte de crédit, tu peux pas aller demander un prêt à la banque, t'es même pas sous... T'es même pas sous les lois du pays, là, comme t'es même pas protégé par aucune loi. Tu sais, on prend toutes ces choses-là pour acquis. Je là. pense pas qu'il y ait une ambassade irakienne au Maroc qui t'attend, viens Non, t'aider, c'est là. ça, exact. Non, surtout que les gens qui ont fui l'Irak, ils sont blacklistés à cette époque-là. Fait que si, OK. si tu ça. retournes, t'es C'est fini. out, là, ouais. Fait que... Ils sont blacklistés de l'Irak? Blacklistés, ils peuvent pas retourner, genre. Ok, Comme- c'est ça. C'est là que t'as trahi, mettons, c'était Saddam Hussein dans ce temps-là. exactement. Puis là, t'as trahi le King. Là, t'as plus d'affaires. Exactement. Comme Ok, là, ok. là, si tu retournes, t'es en danger. Tu sais. Ok, À ok. ce jour, mon cousin irakien, il me dit comme on peut pas trop retourner en Irak parce que comme la situation, c'est pas évident. Tu sais, à ce jour. Mais nous, dans le fond, mes parents, ils ont tous vendu ce qu'ils avaient puis sont allés aux États-Unis. On a vécu à Buffalo pendant... tu sais, la vraie histoire, là, de t'arrives quelque part, t'as 75 $. Ils avaient plus un sou. Il n'y a plus rien. Ils parlent pas la langue. Ils savent pas où ils sont. On nous met dans un camp de réfugiés. Fait qu'on vit dans un camp de réfugiés pendant quelques mois. As-tu des souvenirs de ça encore? Non, mais Ok. l'autre jour, je triais les photos là, parce que mon père, quand il est décédé, paix à son âme, il nous a laissé comme plein des photos. Puis ça, t'ouvres pas ça. Moi, j'ai pas ouvert ça tout de suite après sa mort. Là, ça fait 6 ans, fait que c'est correct. Puis j'ai retrouvé nos documents de réfugiés. Ouais, man, c'était fucké. J'avais jamais vu ça. Tu sais, moi, j'avais jamais catché qu'est-ce qu'eux, ils ont vécu. Moi, j'ai toujours vécu ici. Ouais, Fait c'est que c'est fou, fucké. Là. J'ai vu les documents réfugiés. Ça m'a fait de quoi. Puis là, on était à Buffalo pendant quelques mois. Puis à m'amener dans le camp c'était comme un camp de réfugiés, mais il y avait aussi, de ce que je comprends, des gens qui étaient dans des situations précaires. C'était pas juste des immigrants. Là. Il y avait aussi du monde, tu sais, comme mal pris, puis tout ça. Puis mon père a croisé quelqu'un qui se masturbait. On parlait de ça, la porte ouverte. Ah, le beau-frère. Il se- Les rideaux ouverts aussi dans le chaussée. Let's fucking go! Je peux pas m'acheter de rideau encore, hein. Une face de quoi? C'est exactement. Fait que là, il croise quelqu'un, je sais pas si la porte est. De la façon qu'il me le racontait,
parce que mon père est très pudique, là, tu sais. OK. Lui, là, aller là, comme il pouvait même pas dire ces mots-là. Là. C'est une autre mentalité. Fait que là, il me disait, il y a quelqu'un, la porte était ouverte, puis puis là, il se masturbait. Puis lui, ça a été assez pour dire, on décalisse de ce pays. Ah ouais? Ouais. Je peux comprendre. lui là, Je me crosse le cul. Ferme tes rideaux, Calis! Mets-toi des rideaux! Le monde mets-toi change des de rideaux, pays. sinon les Irakiens vont partir. J'ai rien contre les Irakiens, Charles. On va perdre la titre, esti. On est bien open. Non, je suis sûr qu'il y a du monde qui sont comme ouvre tes rideaux, t'as décalisse. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est assez pour que mon père il se dise moi, j'habite pas ici. Il était comme rendu, genre, obsédé qu'on n'habitera pas aux États-Unis. Puis mon père, quand il était jeune, il avait lu... Il était tombé par hasard en Irak, dans son village, sur Les Misérables de Victor Hugo. Il se traduit en arabe. Puis il a tellement aimé ça qu'il est comme devenu obsédé par Victor Hugo, qui est un des grands écrivains français. Puis là, il s'est dit, ben, on va aller au Québec parce que mes enfants vont parler français. Comme ça, ils vont pouvoir lire Victor Hugo. Fait que c'est pour ça que mon père a choisi le Québec. C'est parce qu'il voulait qu'on puisse lire la langue de son écrivain préféré. Ah, yeah, mais c'est une weird belle pareil, façon, tu sais, comme des ben fois, oui, ben ouais, oui. c'est ça. C'est comme des fois la vie fait des choses d'une manière très étrange. Ouais. Ça, c'en est une qui est C'est très poétique. étrange. Ouais, exact. Puis elle a été comment ton enfance en tant qu'émigré? Émigré ou immigrant? Immigrant, je pense. Immigrant. Ouais, immigrant. À Montréal? À Montréal, ben nous, dans le fond, tu sais, je pense que l'affaire, quand tu arrives de loin, je veux pas faire trop de généralité, là, mais quand tu arrives de loin, puis t'as pas de moyens, t'as pas de ressources, t'as pas la langue, fait que c'est comme ça fait beaucoup de barrières sur... Ça, c'est toutes des choses que j'ai réfléchi aujourd'hui, parce que là, je suis un père, j'ai une famille, puis j'essaye de revivre ce que mes parents y ont vécu à travers les yeux d'un adulte. Tu sais. Mais ça doit être difficile parce que toi, tu dois être quand même plein comparé à la situation financière de tes parents quand ils sont arrivés. Oui, moi, on n'a pas la même situation c'est ça, du tout. c'est ça. Mais j'ai mis tout le monde bien dans ma famille le plus possible. Puis ça, c'est pas un issue, mais je repense à eux qui avaient rien. Puis je suis comme shit. Puis il n'y avait pas la langue, puis il n'y avait pas les codes culturels. Puis quand tu arrives, dans le fond, ça, c'est comme une réalité qui est un peu... tu verras pas ça à la télé parce que les gens qui dirigent la télé, ils n'ont pas assez de vision pour comprendre à quel point c'est fascinant. S'ils comprenaient, ils raconteraient plus d'histoires qui vont dans ces zones-là. C'est quand tu arrives, tu es immigrant. Par exemple, moi, mon père, il était professeur, lui, dans son pays. Là. Même au Maroc, il était prof. Fait que, il y avait une situation économique qui était... Mais quand il est arrivé ici, il est devenu chauffeur de taxi. Fait que déjà, il y a comme un shift là, qui se fait. Downgrade. Un downgrade. Puis ça, je pense que c'est très difficile pour les gens. Comme il y a être pauvre, mais il y a passer de classe moyenne à pauvre. Puis là, je pense qu'en ce moment, dans la société, il y a beaucoup de gens qui traversent ça. Là. C'est très, très difficile. Mais là, tu vis, dans le fond, tu arrives dans les HLM parce que tu n'as pas les moyens, puis le monde te dirige vers où est-ce que tu vas vivre, tu sais. Fait que tu arrives dans les HLM, puis qui vit dans les HLM? Souvent, des gens qui sont entre deux affaires, des situations de vie où est-ce qu'ils ont dû passer par là, mais tu as aussi une autre situation que ça fait peut-être 2 générations, 3 générations que la misère est dans la famille, puis la famille, elle habite là. Fait que ça, c'est le premier contact entre certains immigrants puis un morceau de la culture québécoise. Je comprends. On n'arrive pas à Boucherville, dans les belles maisons. On arrive dans Cartierville, ou dans, mettons, sur Henri Bourassa, Saint-Michel, dans 1989, où t'as vraiment des gens qui sont pognés en bas de l'échelle depuis peut-être 1-2 générations. Fait que c'est comme une autre réalité complètement. Fait que mes parents, ils ont comme cherché la bonne place pendant 8-9 ans. On a déménagé une dizaine de fois, là, entre 0 puis 8 ans. J'ai déménagé genre 10 fois, ouais. Ouais, puis ça doit tout... Tu sais, il faut que tu arrives, puis je pense qu'il faut que tu fasses beaucoup de paperasse, puis que tu t'adoptes à la culture, puis tout ça, ça doit être vraiment éprouvant. Est-ce que tes parents...
pas qu'ils ont voulu te laisser de côté, mais tu sais, pour réaliser toutes ces étapes-là, est-ce qu'ils ont dû te laisser un peu de côté ou ils ont toujours été là, tu sais? Non, c'est une fucking bonne question parce que je pourrais pas comme... On dirait que je pourrais pas répondre comme straight up, genre oui ou non. Je pense que c'est pas évident pour un professeur, mettons, de devenir chauffeur de taxi. Je pense que sur l'estime, là, surtout quand tu sais ce que tu peux apporter, mais il y avait pas, mon père, il avait pas calculé à quel point il y aurait des barrières. Mettons, la barrière du langage, la barrière du travail, la barrière culturelle. C'est un esti de bon monsieur. Il était le gars le plus poli, doux que tu as vu de ta vie. Là, vraiment un esti de bon gars, mon père. Mais je pense pas qu'il y avait, en partant, on dirait des fois, là, je ferais une conférence de presse live sur YouTube pour expliquer un peu aux gens qui veulent quitter leur pays comment ça peut être fucking compliqué. Ouais, là, c'était peut-être des idées un peu idéalisées de en Amérique, ça va bien, il y a de l'argent, puis c'est safe. C'est ça que le monde se dit. C'est ça, puis là, t'arrives, t'es comme, oh shit, c'est pas toute rose non plus, là, il y a de la Non job. seulement ça, oui, c'est vrai qu'il y a plus d'argent en Amérique, mais la compétition est aussi plus élevée. Exact. Tu sais, le monde, ils sont là, ils sont rodés dans la compétition. Exact. Toi, t'arrives, là, tu pars de shit, oui, il y a plus d'argent, mais tabarnak, comme c'est pas la game. Moi, je suis né ici, je comprends la game. C'est ça, t'es plus facile à t'adapter. Ouais. Est-ce que ça vient avec un genre de sentiment de culpabilité de... Tu sais, ton père, il s'est parti de Saddam Hussein puis la guerre. Fait que, tu sais, c'est tout un passé quand même traumatisant. Puis là, il arrive ici, puis les autres, il faut qu'ils s'adaptent. Toi, en tant qu'enfant, t'as-tu une genre de pression supplémentaire? Ben, j'ai déjà entendu ça aussi, là, des immigrants qui disent que là, faut que je performe ici parce que toute la famille repose un peu sur mes épaules. Genre. Ouais, définitivement. Ben, tu sais, ils te le disent explicitement, genre, comme on est venu ici pour vous... Là, en vieillissant, moi, je suis un père maintenant. Il y a des affaires que je prends puis je laisse. Je dirais jamais ça à... Moi, personnellement, je dirais pas ça à... Je dirais pas à mon enfant, j'ai fait ça pour toi. Moi, je dirais, je l'ai fait pour moi. T'sais? Je l'ai fait pour moi, pour toi. Ça, à travers moi, pour toi. Mais je me mettrais quand même plus au centre parce que sinon, la pression... la pression, quand tu vas à l'école, t'as sur tes épaules... que si tu deviens pas médecin ou avocat ou ingénieur, là, c'est comme tout le monde reste pauvre. C'est vraiment, tu sais, c'est traumatisant, mais c'est pas tout le monde qui vit ça. Il y a des gens qui viennent ici, leurs parents, par exemple, ingénieur, il va faire son équivalence. Mais tu sais, mon père était professeur de littérature arabe. C'est pas au Québec que tu vas thrive. Il y a moins de jobs, là. Il y a moins de jobs. C'est pour ça que tu t'es intéressé au monde criminel? ben, moi, dans mon quartier, regarde, en haut de chez moi, autour de chez moi, ça semblait clair quand j'étais jeune que les gens les plus cool avaient la main de proche ou de loin liée dans ce monde-là. Puis on a tous fait des petites affaires qui étaient reliées à ça. Fait que je pense plus que quand t'es jeune puis tu veux... probablement que tous les enfants, peut-être je peux plus parler pour les garçons, là, mais comme tu viens à un moment où tu veux ta place dans la communauté ou dans la... Moi, dans mon cas, c'est dans mon immeuble, dans le parc. Tu veux une place où ce que les gens te respectent. Je sais, c'est tellement weird, mais t'es assez jeune quand t'es comme... Moi aussi, je veux que les gens me respectent, tu sais, comme... Je veux faire quelque chose... Puis ça donne que ce chemin-là, c'était le chemin le plus rapide quand j'étais jeune. Donc moi, j'idéalisais beaucoup ça. Les gars les plus cool dans mon immeuble, ils étaient là-dedans. Puis c'était tout du monde super gentil avec moi en plus. Là. Ils ont toujours été extraordinaires avec moi. Fait que j'ai jamais vu les gens qui allaient dans cette direction-là comme des mauvaises personnes parce qu'ils ont toujours été vraiment, vraiment nice avec moi. Fait que c'est sûr que là, je commençais à voir l'école, ça va pas bien. Les notes, ça va pas bien. J'ai plus de fun quand je chill avec ces gens-là. Fait que là, tu sais, t'es jeune, tu commences à aller dans cette direction-là. Puis je suis chanceux, j'ai vu vraiment les deux. Moi, j'ai vu comme deux chemins s'ouvrir devant moi, puis j'ai choisi celui de l'art. Ouais. Ben, c'est ça, comme tu disais que ton père, tes parents te mettaient un peu de pression sans le vouloir. Beaucoup.
beaucoup. Fait que si tu réussis pas à l'école, ben, je peux peut-être le moyen au moins de ramener de l'argent à la maison avec ce côté-là plus criminel, tu sais. Ouais, puis je pense aussi, tu sais, comme, mettons, tu sais, t'es jeune, tu comprends pas le monde, comment il fonctionne, puis tu veux les fucking Nike. C'est ça aussi, ça vient comme avec tu le réfléchis pas plus que ça. T'as jamais une marque, puis ton voisin en dessous, lui, il est brandé avec des shoes Adidas. Là, tu fais comme, ben, moi, tout, je veux ça. Exactement. Moi, première journée à Ville-Saint-Laurent, c'est là où j'ai vécu, comme après 10 déménagements, on s'est installé à Ville-Saint-Laurent, puis c'est là que j'ai vécu la majeure partie de ma vie, puis là, on arrive à Ville-Saint-Laurent, puis première journée d'école, tu sais, ma mère... ils faisaient de leur mieux et ils faisaient vraiment de leur mieux, mais ils comprenaient pas. Ma mère, première journée d'école, elle dit OK, on va bien t'habiller parce qu'on arrive dans un nouvel endroit, tout ça. Elle m'achète des ponies. Je sais même pas c'est quoi. C'est ça, c'est comme un crochet. C'est comme un Nike, mais un crochet genre bleu. Pas bleu. Non. Il y a pas de courbe dans le crochet. C'est juste des angles, OK? Puis là, je suis comme maman, tu comprends pas, genre ils vont me taper à l'école, comme tu comprends pas les enfants, genre, quand tu catches pas. Moi, mon quartier, c'était quand même intense. Je dis, ils vont me taper parce que c'est pas des Nike, puis ça ressemble à des Nike. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Genre, je suis arrivé à l'école. La première interaction que j'ai eue la première journée, c'est quelqu'un qui était fucking crampé. Ah, check ses pieds, esti, fucking pauvre, des fucking ponies. Puis là, toi, t'es un peu en tabarnak parce que t'as 8 ans, mais tu le sais, là. T'es comme, je l'ai dit, asti, à l'adulte, là. Chris, ça va mal se terminer, cette histoire-là. Comme, envoie-moi en gougoune, asti, au lieu de m'envoyer avec ça, parce que c'est des fucking requins, les enfants. Ils voient ces shit-là, tu sais. Puis, comme ils ont senti le sang, puis ils m'ont tout de suite... Puis j'arrive, j'ai pas d'amis, parce que c'est le nouveau quartier, là. Pas d'amis, pas de frères. Moi, j'ai pas de frères, fait qu'il y a personne pour me... J'ai pas de frère que je peux appeler pour me défendre. So, j'ai déjà raconté l'histoire, mais je me faisais péter la gueule pendant toute mon 3e année. Là, les premiers 3 mois, je me faisais péter la gueule à tous les jours pour n'importe quelle raison. Puis à un moment donné, mon père était tanné puis il m'a inscrit au karaté. Puis comme là, tu vas apprendre à donner des coups de poing parce que on va pas déménager. Puis tu vas pas rentrer à la maison en pleurant tous les jours. Là. Y a pas de... On a essayé les solutions le plus sages, là, puis ça marche pas. So, il m'a inscrit au karaté. J'ai appris à donner des coups de poing. J'attendais le premier qui s'approche de moi, puis j'ai fucking calissé une volée, puis j'ai pleuré. Genre, c'est fou. Hein? Le premier gars qui est venu m'attaquer, j'ai donné un coup de poing, puis il s'est mis à saigner. Puis je me suis mis à pleurer. J'avais 8 ans. Je me suis mis à pleurer. Puis je criais, je t'ai dit que je faisais du karaté maintenant. Je t'ai prévenu, mon J'ai dit, je suis une arme maintenant, mais je suis dangereux. Le gars, il a fait genre 3 cours de karaté, mais ils t'apprennent vite à donner les coups de poing, tu sais. So là, j'ai sorti une feuille mobile de mon sac. J'ai sorti une feuille mobile, puis je l'ai essuyée. Puis je l'ai raccompagné jusqu'à chez lui. Puis j'avais une fucking feuille mobile dans son nez avec fucking plein de sang. Puis le souvenir est tellement fort dans ma tête. Puis après, on est devenus amis, là, moi puis le gars. Là, on est vraiment devenus des bons amis. Mais quand des bullies voient que tu vas les frapper, ils arrêtent. Le mot se passe vite. Parce que des bullies, ils arrêtent de frapper, en fait, dès qu'ils voient que quelqu'un se tient debout. Hein? C'est ça leur pire ennemi, en fait. C'est même pas que tu les tapes, c'est que tu te tiennes debout puis tu les regardes dans les yeux. So, ça glace le sang à des bullies. So, ouais. Puis ils ont arrêté de te casser la gueule. J'ai eu comme tu sais, le reste de mon année, j'ai eu comme 2 autres bagarres, mais à des places différentes. Tu sais, comme, mettons, avec un 5e année, un autre avec un 6e. Puis après ça, les problèmes que j'ai eu dans mon quartier en termes de bataille, c'était des affaires plus comme... T'sais, OK, genre, pourquoi t'as fait ça? T'sais, des affaires plus des vraies situations qui font que les gars, des fois, on va se battre. Mais pas du bullying de genre, je te connais pas, puis comme j'ai vu que t'étais tout seul, puis t'étais faible, puis là, je vais venir te péter la gueule. Là. Comme ça,
après mon 3e année à l'école, il n'y en avait plus de ça. Là. Mais c'est fou comment, genre, tout le monde cherche une différence. Parce que, mettons, moi, j'ai vécu un peu le côté opposé. Tu sais, moi, au secondaire, j'allais dans une école privée. OK. Puis tout le monde avait comme l'argent, mettons, d'avoir des Nike. Ouais. Mais nous, c'était le kid qui arrivait avec tout le temps des nouveaux shoes, Ok. qui se faisait intimider parce que c'est comme toi, anyway, t'as tout eu, ton père Oh il est riche. shit! Fait que Ça, c'est comme une autre réalité. c'est ça qui me fascine, c'est comme complètement le côté opposé. C'était genre Ouais. lui qui n'avait trop. C'était comme hey, fuck you, là, toi, tu nous tapes toutes ses nerfs, genre tu l'as trop facile. Il y avait comme un peu de ça. Oh genre. shit! Comme- C'était quoi ton école? Ça s'appelle ça s'appelle encore Juvénat Notre-Dame, c'est sur la rive sud de Québec. Ah, OK, là, de j'ai Québec. grandi là. OK. Puis, mais ouais, c'était comme plus ça la dynamique, genre. Fait que C'est les mêmes dynamiques, mettons, en tout cas, en vieillissant, je réalise c'est les mêmes dynamiques partout. Comme c'est pas... Il y a vraiment quelque chose chez les humains dans les dynamiques de groupe où tu as du monde qui vont essayer de faire... Tu sais, comme de... les gens veulent une place. Ils veulent un rôle, ils veulent une place dans le groupe. Puis pour avoir leur place dans le groupe, il y en a qui sont prêts à faire des affaires plus fucked up que d'autres. ouais. Puis c'est partout pareil là-dessus, moi, je pense. Ouais, c'est ça, Ouais. Le 11 septembre 2001, il y a eu les attentats aux États-Unis. Bush a décidé de partir en guerre contre l'Afghanistan, contre l'Irak aussi. Ouais. Je pense que ça a changé la vision beaucoup du monde occidental sur le Moyen-Orient, Ouais. sur les personnes qui vivent là. Toi, tu as vécu ça comment en tant que personne qui vient de là? Moi, je l'ai vécu T'avais quel âge? 11 septembre 2001, j'avais 12. Ok. Puis, regarde, je vais te donner un exemple. Le lendemain de ça, à l'arrêt d'autobus, il y a un gars qui me regarde, un adulte, au moins 45 ans, puis il me regarde, ce calice de terroriste, esti. Puis j'avais genre 12 ans Hey, là, c'est à l'arrêt d'autobus. fucked up. Le lendemain, là, un adulte, là, genre il fume sa cigarette, il me regarde, fucking terroriste, esti. Puis ça a été ma relation. Ça a commencé le lendemain. So, je peux pas te dire à quel point ça... C'est pas tout le monde qui réagit pareil dans la vie, tu sais. Mais moi, je suis un gars... j'ai une sensibilité. J'ai une sensibilité depuis que je suis petit à ce que je considère... On peut appeler ça la justice. J'aime quand les choses sont fair. Mais le monde n'est pas fair. Quand tu vieillis, tu comprends ça. Tu comprends que toi, tu peux être fair avec les gens. Mais quand tu es petit, tu veux que le monde soit fair. Ouais. Mais le monde n'est pas juste. Puis cette journée-là, c'est sûr que moi, ça brise quelque chose en dedans de moi. Puis après ça, c'est dur après ça de se sentir québécois quand ta relation avec certains individus, c'est ça, tu sais. Fait que ça m'a pris du temps, mais... Puis quand c'est tout ce que t'as connu, c'est ça qui est fucked up c'est aussi. ça qui est Tu sais, fou, ouais. T'es pas né ici, mais t'avais 8 mois. Fait que c'est quand même tout ce que t'as connu. C'est C'est le ma Québec. vie, moi, c'est Fait ma que vie. t'es ouais, autant c'est ça. québécois que moi, sauf Exact. mettons 8 mois. Là, j'étais un peu plus Ouais. que toi. Mais tu sais, genre, mais c'est fou là, qu'il y a du monde qui sont comme t'es chez vous, t'as grandi ici, puis qu'il y a du monde qui sont quand même genre, retourne chez vous. Mais Chris, c'est où je retourne, tu sais? Il y a ça aussi. Dans ton pays. Mais c'est ici. Puis en tu sais. plus, aujourd'hui, il y a comme un retour du balancier parce que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces événements-là en particulier. Puis il y a beaucoup de gens qui réalisent que, exemple, la guerre en Irak. La guerre en Irak, c'est vraiment, tu sais, comme quand tu commences à lire un peu sur les coulisses de cette guerre-là, il n'y avait pas d'armes de destruction massive. L'Irak n'avait rien à voir avec le 11 septembre. Saddam Hussein était quelqu'un qui avait des rapports très, très intimes avec avec les États-Unis. Puis tu réalises que, dans le fond, il n'aurait pas dû faire affaire avec eux. Mais bref, tu réalises que ce peuple-là avait rien... C'est quand même 500 000 morts minimum, parce qu'il y en a qui disent 1,2 million, mais entre 500 000 et 1,2 million de morts. Puis aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont sceptiques par rapport au gouvernement en général. Fait que les gens retournent dans le passé, puis ils vont lire sur ces choses-là, puis l'opinion est en train de shifter quand même. Je le sens qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent que, check, peu importe c'est quoi le conflit sur Terre, si tu t'en prends aux individus puis pas au gouvernement, tu travailles pour le diable, tu travailles pour le mal, parce que les individus, ils n'ont rien à voir avec ce que les gouvernements font. Les gouvernements, c'est des élites. C'est des gens qui font des affaires comme on voit pas qu'est-ce qu'eux ils font dans les coulisses. On sait pas qu'est-ce que... Les individus, ils sont pognés en bas, comme tout le monde. Le gars, il vend son pain, tu penses-tu que lui... C'est un terroriste. Ouais, c'est ça. Lui, c'est un gars comme toi et moi. Là, il veut la même affaire que tout le monde. Puis quand tu voyages, tu le réalises très vite. Les gens, là, 90% des gens, c'est des vies simples qu'ils veulent. Ils veulent des vies où est-ce qu'ils peuvent
passer du temps en famille, travailler, rêver un peu, aller voyager. Tu sais, c'est pas... Mais quand t'es jeune, puis que les médias... Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis comme... Je suis très sceptique par rapport à certaines choses que j'entends par rapport aux médias, parce que moi, j'ai vu les médias colporter toutes ces shit-là sur ne serait-ce que l'Irak. J'ai vu les médias... C'était normal pour eux de... En fait, je vais flipper la question. Où sont les journalistes qui écrivent des enquêtes aujourd'hui sur les coulisses de ce qui a mené à la mort de 500 000 êtres humains pour aucune raison? Ils sont où? C'est ça la question. Puis ils sont nulle part. Ils sont pas... Même moi, j'écoute beaucoup la géopolitique, puis tout ça, c'est une de Ça mes te passionne? passions. Ok. Ouais. Puis j'écoute des reportages sur les soldats en Afghanistan ou en Irak, puis eux autres même, c'est des Américains, là, tu sais, comme eux qui ont été attaqués, puis ils comprennent même pas c'est quoi qu'ils font là. Ouais. Après comme 2-3 ans, c'est comme, c'est quoi qu'on fait ici? On fait juste rentrer dans les maisons, détruire des familles, menotter du monde, on leur donne de l'argent pour qu'ils nous donnent des informations. On est juste une arme C'est pour ça, man. le gouvernement, puis ils savent même pas pourquoi ils sont là. Tu sais, il n'y a pas de ouais. justice, comme tu dis. Non, puis tu finis toujours par... Tu sais, dans le fond, là, c'est drôle parce qu'on parlait de pauvreté, là, puis c'est fucking important, j'ai l'impression, d'en parler de... Pas nécessairement de la pauvreté, mais des classes sociales. Parce que t'as vraiment des gens qui sont plus proches des lois, puis de qui peut appuyer sur le bouton qui fait qu'on envoie des soldats quelque part. Qui peut écrire une loi qui fait que la société au complet est obligée de se mobiliser dans une direction, là. Puis quand tu checkes ces affaires-là, tu comprends que on a une responsabilité de ne pas laisser ces choses-là entre les mains des autres, puis dire « Ah, il y a des gens qui s'en occupent, parce que qui va mourir? C'est des gens comme nous, des gens normaux. » Tu sais, moi, ma femme, un de ses beaux-pères est d'origine vietnamienne. Une famille un peu décomposée, reconstruite, puis recomposée, disons. Puis son Le beau-père... buffet doit être varié. Oui. Ça, on aime ça. C'est ça qui est drôle, c'est genre dans ma famille, j'ai des Québécois de souche, j'ai des Français, des personnes juives, j'ai des personnes d'origine vietnamienne, j'ai vraiment de tout, là. Puis surtout à travers mon mariage. Puis dans le fond, le beau-père de ma femme est d'origine vietnamienne, puis lui, il a fait la guerre du Vietnam. Shit. Ouais, il a fait la guerre du Vietnam. Genre comme, tu sais, on pose pas trop de questions parce qu'on sait que... C'est un gros crise à bagages lourd à porter. Exact. Puis lui... Carnage. Ouais, c'est un vrai carnage. Puis lui, dans le fond, les quelques fois où il m'a parlé de la guerre, chaque fois, ça m'a saisi. Puis la dernière fois qu'il m'en a parlé, c'était pour me dire, quand la guerre finit, tu réalises toujours que les deux camps se battaient pour rien. Ouais, C'est ça qui est fou, man. Puis la guerre au Vietnam, ils appelaient ça la guerre de 10 000 nuits, parce que ça a duré 30 ans de temps. Non, Ouais. Oh, ouais. je savais même pas ça. Ouais. C'est comme les répercussions de cette... 52 à Oh, mon 60. Puis ils voulaient pas sortir, puis... Non, c'est ça. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, ça a vraiment... Mais tu sais, regarde, il y a des gens qui font du cob à vendre des armes. Ouais, c'est Ouais, ben ça. oui, ben c'est oui. ça. Alors, Fait comme, qu'eux imagine, t'es le gars c'est qui une vend des armes. industrie, Oui, là. c'est ça. C'est ça. Puis on est dans un monde en ce moment où tous les pays commencent à se réarmer. Oui. Tu sais, la France est en train de s'acheter un système de défense elle-même Ouais. sans en parler à l'Union européenne. Shit. D'habitude, ils font ça Ouais, dans ouais, leur ouais. Union européenne. Là, ils semblent tout seuls. Après ça, il y a la Pologne et la Lituanie qui sont en train de creuser des tranchées partout sur leurs frontières parce T'es qu'ils ont pas peur que sérieux? les Russes viennent. Ouais, je suis sérieux. Fait que tu sais, tout ça est en train de se passer, puis on le voit pas nécessairement si on s'intéresse pas à ça. Puis Fait là, que imagine, là, demain, là, c'est ça l'affaire, là. Demain, la guerre éclate, là. Des fois, je pense à ça tout seul. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Demain, la guerre éclate. Puis ils disent, il faut qu'on y aille, là. Comme ton général d'armée, c'est Justin Trudeau, là. Peut-être Ah ouais, qu'on c'est calme. C'est sûr, man. C'est lui, ton général d'armée, là. Tabarnak. Là, t'es comme, faut que j'aille me battre pour Justin, lui, là. ouais, c'est ça. What Ah, the fuck? fuck, Tu sais? non, man. Tu comprends? Comme, c'est ça, là. C'est comme, faut qu'on fasse attention à
Mais c'est que des fois, on dirait qu'on manque de sens critique par rapport aux médias. Ouais. On a l'impression que, mais si c'est eux qui le disent, c'est la vérité. Moi, des fois, je repense, là, puis ça me fascine à quel point on a tapé sa tête des conspirationnistes pendant la COVID qui voulaient pas se faire vacciner. Là. On les a détruits. Là. C'est des épais, ils ont juste 2 dents dans la gueule. Ils ont plus le droit de vote. Là. C'était fou. Là. Puis là, avec du recul, aujourd'hui, tu regardes ça, puis t'es comme, tu sais... Il y avait peut-être des bons points aussi dans leur discours. Genre là, on a tous dépeint comme si c'était tous des épais, mais il y en avait des intelligents dans la gang qu'on a juste décidé de pas écouter. Là. Puis il y a du monde qui ont été enrichis de ça. On n'entend pas parler. Non. Mais c'est beaucoup inconstitutionnel. Il y a eu beaucoup de choses inconstitutionnelles. Comme pendant la crise en 2012 des étudiants, ils nous enlevaient le droit de manifester. Ouais, ils ont enlevé plein de droits qui fait que c'est sûr que c'est frustrant. Puis, tu sais, moi, j'étais pas conspirationniste, mais j'étais pas dans on va se faire vacciner, puis c'est comme je le voyais, parce que je suis conscient de ça qu'il y a des choses inconstitutionnelles, puis c'est là où je peux avoir de l'air d'un conspirationniste, parce que j'acceptais pas de me faire manger à la laine sur le dos, tu sais. Ouais. Mais Chris, t'as pas le choix, c'est ça la vague, tu sais, t'as pas le choix de suivre une manière. Mais c'est parce qu'en même temps, si on retourne dans cette période-là, on sort d'une espèce de 50 ans, on l'a pas vécu nous, là, mais 50, 60 ans de... Il y a comme, dans chaque pays, il y a comme 3 sources de médias. Puis, ils racontent chacun une version de l'histoire qui est toujours à partir d'un angle similaire. Tu as toujours comme un média qui est comme un peu plus à gauche, un média qui est un peu plus à droite. Des fois, ils vont beaucoup plus à droite, des fois, ils vont beaucoup plus à gauche. Puis tu as toujours comme un média qui se dit au centre, mais finalement, il prend juste pas vraiment position sur rien. Il est un peu comme vide. C'est pour ça que personne n'est passionné par ce genre de médias-là, mais ils ont leur place. T'sais, c'est comme la place où ce qu'on se dit c'est le plus objectif. C'est comme eux qui racontaient pendant des années tout ce qu'on recevait. Puis c'est comme demander aux gens d'un coup de plus croire ou d'être sceptiques par rapport à une habitude aussi enraciné là, comme dans la culture, là, ça a été traumatisant pour certains. Puis on a vu comment les gens se comportent quand ils sont traumatisés, là, commencent à insulter les autres, puis ça devient très violent, là, tu sais. Puis aujourd'hui, moi, je pense que n'importe qui catch pas que là, t'as 10 000 sources d'informations, puis t'es mieux de te faire ton opinion toi-même. Parce que si tu suis ce que telle personne dit ou telle personne dit, tu risques de regretter tes choix. Tu sais. Tu risques de te retrouver dans une place où justement, tu n'as plus d'esprit critique. Oui, exact. Puis là, on dirait le danger, parce que ça, tu as raison, avant, c'était comme il y avait 3 gros médias, puis c'était comme chacun sa ligne de pensée. Ouais. Aujourd'hui, il y a comme une abondance, fait que là, c'est rendu, t'écoutes qui? Il y a aussi ça qui est compliqué aujourd'hui, là, c'est où la bonne source d'information? Je trouve que tu as dit le bon mot, esprit critique. Parce qu'ici, on encourage les gens à développer leur esprit critique. On se retrouve avec plus de gens qui sont capables de comme évaluer le monde puis la société d'une manière qui leur correspond. Puis moi, je veux ça. T'sais, je veux que le plus de gens possible soient libres d'agir en fonction de ce qu'eux, ils ont compris. Je suis à l'aise avec ça. Ouais. Plus que tout le monde, comme ta tribu va à droite, l'autre tribu va à gauche, puis là, tu as le choix entre 2 tribus. Ouais. Comme, il est où le sens critique là-dedans? On n'est pas Survivor. Là. Non, c'est ça, exact. C'est vrai. C'est vrai. On a transformé la politique en Survivor. C'est ça. Puis développe ton sens critique, mais pour moi, tu sais, tu dénonces tes voisins. Comme c'était ça, tu sais, comment tu veux développer ton sens critique quand, genre, ils te demandent après ça de dénoncer tes voisins, ça n'a aucun crise de sens, tu sais. Mais ça, il y en a eu, puis une des affaires qui m'a le plus frappé, moi, après la pandémie, c'est qu'il y a comme... Il n'y a pas de post-mortem. Non, c'est fou, ça. J'ai quasiment envie d'écrire un show, juste comme un 30 minutes de jokes sur... Comment ça, on parle pas de... Comment ça, on a juste tourné la page? C'est fascinant. Ouais, on a tout tourné la page comme... Ça a été tout notre quotidien pendant 2 ans et demi. Le monde écoutait les conférences de presse, puis c'était que COVID. Guerre en Ukraine, plus un mot sur la COVID. On était écœurés d'en entendre parler. Il y a Rachid qui a sorti son show sur Netflix, je pense, puis il parlait de la COVID
Mais il a sorti ça après la COVID, je l'ai écouté les 5 premières minutes. Ça me tente plus. C'est pas que je l'aime pas, mais je suis comme, hey man, j'en ai plus que mon casse. Je suis d'accord, Mais post-mortem, ça serait une très bonne Mais je veux idée. pas le faire parce que ça demande trop de travail, puis genre, je suis rendu trop vieux pour faire des affaires qui me nourrissent pas mon âme, tu sais. Mais si j'étais juste le petit, tu sais, comme le petit Adib qui veut juste avoir du fun, j'irais dans cette zone-là parce que je trouve que, socialement, tout le monde, son opinion a évolué par rapport à ça. Tout le monde est rendu avec son opinion par rapport à ça. Ouais. Tu sais, il n'y a plus comme 2 équipes là, comme pendant la pandémie. Là, tu as comme 10 000 équipes. Fait que c'est juste plus intéressant de l'aborder d'un point de vue où chaque personne a son opinion. Comme moi c'est ce que j'aime de la contre-culture YouTube. C'est que quand ils disent « Ah, la culture québécoise est en train de mourir », ils mentent. La culture québécoise n'est pas en train de mourir. Les décideurs télévisuels de la culture québécoise sont en train de mourir. Les gens qui ont accès à des institutions puis de l'art institutionnalisé sont en train de mourir. Mais il n'y a jamais eu autant de Québécois qui rayonnent à travers le monde. Tu sais, votre plus podcast. Québécois que mon beau-frère puis de la bonne sève faite au Québec. Exact. Avec des électrolytes en plus. Si Non, mais tu sais, c'est comme, j'imagine, j'ai pas accès à vos stats, mais vous devez avoir des views qui viennent de, pas juste au Québec. Des fois, il doit y avoir de la France, il doit y avoir des pays, vous êtes comme, oh shit, telle personne m'écoute. La culture québécoise, elle voyage. C'est quoi la culture québécoise? Jamais autant voyagé. C'est des gens qui parlent, dans le fond. C'est quoi? C'est ça la culture québécoise. C'est des gens qui s'expriment. C'est des Québécois qui s'expriment, que ce soit artistiquement ou médiatiquement ou à travers des podcasts. C'est ça la culture. C'est comme toutes nous, dans le fond. C'est ça. T'sais? Ça fait partie de nous, c'est ça. Ouais. So. Puis la culture, ça peut évoluer. Est-ce que tu trouves que ça te limite pour être un stand-up? Tu sais, tu disais que ton père a voulu vous emménager au Québec à cause de Hugo. Victor Hugo. Est-ce que tu trouves que ça te limite le français, mettons, dans ton art? Parce que, tu sais, si t'étais aux États-Unis, t'aurais peut-être le même talent, puis tu remplirais des arénas. Tu sais, il y aurait cette option-là que là, maintenant, on a comme... Il y a un bassin francophone qu'on peut pas, tu sais, aller de l'autre. On peut moins exploser. Vous pensez à ça, des fois? Des fois, j'y réfléchis. Mais, tu sais, je veux dire, je le vois pas négatif. Moi, j'aime vraiment le Québec, puis je vais grandi avec la culture québécoise. Fait que j'aime faire du contenu québécois. Je voudrais pas switcher en anglais, c'est vraiment pas, mais... Ça reste que si, mettons, on avait le même succès en anglais qu'on a au Québec, je serais peut-être millionnaire, tandis que là, tu sais, j'ai pas de char. Mais c'est pas grave, là, genre, c'est... Mais c'est sûr. Les choses, tu sais, comme les choses avancent avec des courbes, tu sais, c'est exponentiel, des fois, dans la vie, là, tu sais, c'est comme ça prend un peu de temps, puis à un moment donné, quand ça lève pour vrai. Fait que même au Québec, c'est comme ça. Puis... j'y pense des fois que, genre, tu sais, je pourrais faire un peu de stand-up en anglais, ou je pourrais faire de la musique en anglais, je pourrais faire un petit peu, même, tu sais, de la fiction en anglais, mais moi, je nous aime vraiment, tu sais. Comme, j'ai vraiment un amour pour nous ici. Comme, je nous aime, tu sais, comme, je pense souvent à nous. Ouais. Tu sais, ça m'arrive souvent, comme, je suis seul, puis je pense à nous, comme ici, genre, le monde qui sont ici, qu'est-ce qu'on fait, comment on est. Je pense à nous, puis vu que je nous aime, j'ai de la difficulté à me dire « Oui, mais ailleurs, je ferais plus d'argent. » Je suis comme « Ouais, mais je nous aime ici. » Ouais. Puis je trouve qu'on est comme plus américain qu'on le pense. T'sais? On est comme... On dirait qu'on est plus états-unien qu'on se permet de le dire. On a plus de choses en commun, mettons, avec les États-Unis qu'avec la France. Moi, je trouve que oui aussi. Mais on va souvent plus avoir l'impression dans notre tête qu'on est plus proche de la France que les États-Unis. Mais non, au Québec, on est des Américains. On est des Américains, on est des grinders, on est des hustlers, on aime le travail bien fait. On aime les gens qui travaillent avec leurs mains, qui font des... Puis tu peux appliquer cette mentalité-là dans la culture puis dans les arts, comme juste le grind puis le hustle. C'est ça qui fait que je nous aime. Ouais. Puis toi, dans ta forme d'art, en tant qu'humoriste, est-ce que tu as une conscience d'essayer de mettre ça le plus québécois possible ou tu y vas 100% à ta sauce? Moi, il faut que je respecte toutes les facettes de ma personnalité, pas parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi, mais parce que sinon, les gens, ils sentent que... Je pourrais le dire différemment. Si, mettons, je suis pas authentique, ça ouvre des portes
envers le public, là, que je serais peut-être pas capable de résister à la tentation d'aller avec eux dans cette direction-là. C'est-à-dire que si, mettons, je cache le côté de moi qui est irakien ou marocain ou qui vient de mon quartier, puis je mets plus de l'avant l'autre côté de moi qui est plus québécois, puis j'étouffe l'autre côté, je risque de m'égarer, puis je risque de me sentir inauthentique parce que les gens, à un moment ou à un autre, vont réaliser qu'il y a aussi une autre partie de moi qui existe. So, moi, j'ai trouvé une façon, je trouve, qui fonctionne pour moi, où toutes les facettes de ma personnalité, elles s'expriment dans mon travail à des moments différents. Je me sens honnête avec les gens. J'ai l'impression que je les bullshit pas. Je me sens pas comme... Tu sais, des fois, tu le sens rapidement. Tu sens que tu pourrais aller dans une direction qui fonctionne pas. Mais le but, c'est juste de respecter comme toutes les facettes de ta personnalité. So, c'était tricky au début de faire ça et de gagner ma vie avec ça. Mais là, j'ai trouvé une façon de le faire. C'est intéressant parce que nous aussi, je trouve, tu sais, stand-up puis podcast, il y a aussi des similarités un peu. Je trouve la beauté du podcast, c'est le côté justement authentique et humain. Là. C'est de montrer autant les défauts que tes qualités. Tu sais, c'est essayer de monter tout le spectre de ta propre personne. Ouais. Des fois, je me questionne avec ça. Tu sais, on en parle beaucoup, là, l'authenticité, puis c'est donc important d'être authentique. Puis tout. Puis des fois, je me demande, mais c'est quoi être authentique? Tu sais, je suis vraiment authentique? J'essaie de me dire que oui, mais c'est quoi être authentique au fond, tu sais? Est-ce que c'est ça? Peut-être simplement dit, quand tu fais quelque chose, est-ce que tu te sens confortable? Est-ce que tu as l'impression que tu es en train d'honorer qui tu es? C'est-à-dire dans le bien et dans ce qui est moins bon, tu sais, est-ce que c'est une expression de toi? Moi, c'est ça que je me dis, tu sais, comme, est-ce que je suis à l'aise que les gens voient ça de moi parce que moi, je vois ça de moi? Tu sais, ouais, si la réponse c'est oui, ben, je pense que je suis authentique. Tu sais, comme je vous donne les choses que je... Ah, ça, c'est une affaire que je disais, mais je ne l'ai dit plus en show, mais je l'avais dit à un moment donné, je dis, comme je vous sers ce que moi-même je mange. Tu sais, est-ce que tu voudrais aller dans un resto où le gars, il te fait à manger, mais lui, il toucherait jamais à la bouffe qu'il sert? Ouais, non, c'est... Tu sais, c'est ça, pour moi, être authentique. C'est-à-dire, ce que je vous vends là, à manger, là... J'allais manger avant dans la cuisine. J'en ai pris dans le bol en métal avant de le calisser dans ton assiette. Okay. So, si tu meurs, je meurs. Mais c'est ça, parce que tu comprends? Il y a cet aspect-là aussi. Tu peux être authentique à 100%, puis tu peux être complètement dans le champ aussi. Fait que tu sais, des fois, il y a ça. Peut-être que lui, c'est la recette qu'il aime, mais ça se peut que ça soit objectivement pas la meilleure recette. Fait qu'il est mieux de faire la recette que lui aime manger ou il est mieux de faire la meilleure objectivement. Tu sais, dans le sens que des fois, je dis des affaires que je pense que c'est vrai en le disant, puis 3 semaines plus tard, je réalise que je disais c'était pas vrai. N'importe quoi. Mais ça, c'est le prix à payer pour être dans l'espace public, là. T'sais, le monde, il nous voit dire des shit, puis après ça, il vient nous dire « Nanana, t'as dit telle affaire, puis ça, ça se contredit. » Puis c'est comme « Hey, ça, c'est le prix à payer pour être dans l'espace public. Je parle en public, puis mes erreurs, tu vas les voir, puis mes bons coups, tu vas les voir. So, si t'es pas prêt à prendre ce risque-là, puis tu te contentes d'une case commentaire, ben tu vas avoir les bénéfices d'une case commentaire, c'est-à-dire $0 dans ton compte de banque. Comme nous, on essaye de gagner notre vie avec l'expression. C'est quand même compliqué, là. On dirait les gens, ils ne catchent pas tout le temps comme... Si tu t'exprimes puis tu veux gagner ta vie, c'est compliqué, là. C'est pas... C'est à recommencer. À tout le temps, puis tu fais des erreurs. C'est ça. Tu dis des shit, 6 mois après, t'as changé. C'est ça, puis on est sur le bord du précipice à chaque truc qu'on dit quasiment. Oui, c'est vrai, man. Tout peut tourner, là. C'est tellement vrai. Puis combien de fois t'as dit quelque chose que 1 an plus tard, t'es comme, je le pense même plus. Même des fois une semaine, des fois on sort un épisode avant, on fait un épisode avant que ça sorte, je réécoute puis je suis comme mais c'est pas de même je voulais le dire ou c'est pas ça. Mais tu sais, il faut que tu fasses ça va sortir pareil là si je peux pas non faut que tu sois ça fait partie d'être authentique. Ça répond à ta question. Pas tout le temps dire genre des fois on se trompe. Ou des fois mettons peut-être les gens ils se sont habitués à quelque chose dans le podcast qu'ils aiment tellement genre un truc puis là vous décidez OK, ça on va essayer d'aller moins là parce que on n'est plus là, tu sais. Puis là, les gens vont écrire peut-être « Yo, pourquoi vous allez plus là? » Puis là, t'es comme « Ouais, mais ça, c'est aussi être authentique. » C'est genre, check. Avant, je prenais tout le temps ce chemin-là. Puis maintenant, je prends 2 rues différentes pour me rendre à une autre place. Veux-tu venir avec moi ou tu veux pas venir avec moi? Mais c'est ça. Nous, on faisait beaucoup de contenu avec des filles only fine. OK, c'est vrai, je savais pas. Genre au début, dans notre première année. Puis après ça, c'est quelque chose qui nous
plaisait plus, puis on avait fait le tour, on en avait en masse. Fait qu'on a juste ça génère beaucoup de trafic sur Internet, beaucoup de views. Puis là, on a décidé d'arrêter ça. T'sais, on a vu pas une chute drastique, mais certainement que ça a fait moins de views. Mais pour nous, c'est beaucoup plus gratifiant d'interviewer des gens comme toi que la 8e fille qui fait la même affaire que toutes les autres puis qui a les mêmes réponses, tu sais. Fait que ça, c'est sûr que ça donne un meilleur produit de qualité. Puis votre range est plus... tu sais, il n'y a personne au Québec qui peut faire une entrevue OnlyFans et faire une entrevue comme avec tel artiste et tout ça, comme il n'y en a pas tant que ça, fait que ça ouvre le range complètement, puis pour moi, c'est des qualités, là, tu sais, pour vrai. C'est ça qui est le fun aussi des podcasts que je trouve, là, c'est que tu es capable d'avoir... Tu sais, c'est le fun de parler avec n'importe qui, puis si je peux parler avec la personne la plus à gauche au monde, puis qu'on va être capable de se trouver des points en commun, puis la personne la plus à droite, qui peut-être qu'ils s'entendrait pas, mais qu'on est capable de jaser, puis c'est cool, même pour l'audience, les autres feront leur propre opinion. Là, moi, je trouve que c'est une révolution. Ils vont parler de la période des podcasts, parce que là, ça fait comme 8-9 ans que je fais des podcasts. Comme je vais, mettons, dans le temps là, que j'ai commencé à aller dans les podcasts, c'était bien vu sur mon feed Facebook. J'ai comme plus de gens, mettons, du milieu culturel. Puis moi, même si je n'utilise pas Facebook, je poste rien, mais des fois, je vais aller comme checker mon feed. Puis il y a 8-9 ans, c'était bien vu de faire comme « Asti que c'est de la merde, les podcasts. » OK. Ouais, comme... Je voyais il y a 8-9 ans. Puis moi, j'y allais. Fait que j'étais comme attentif de qui dit que c'est de la merde, pourquoi. J'étais très curieux parce que... Les personnes du domaine artistique qui regardaient ça de haut. Pas nécessairement des artistes. Général, pas nécessairement des artistes. Plus des gens comme qui ont des postes d'animateurs à la télé ou à la radio. Tu sais, qui sont comme « Ah, mais les podcasts, c'est ci, les podcasts, c'est ça. » Puis là, j'ai vu le shift sur 9 ans. Il y en a des gens qui bâchaient qu'ils ont leur podcast maintenant. Qui c'est qu'on lit? Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, mais j'étais curieux parce que moi, dans le temps, quand j'ai tout fait dans ma vie à l'intuition. Fait que moi, je vois podcast il y a 8-9 ans, puis je suis comme, c'est sûr, j'y vais, c'est sûr, j'essaye ça. Mais tu réalises que le monde qui était comme sceptique, c'est tous des gens ils avaient probablement investi beaucoup, 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 beaucoup de temps à se rendre à une place où ils ont un micro. Puis là, ils sont juste comme plein de ressentiments que ça soit devenu fucking accessible, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, j'adore voir ça parce que je suis comme... Parce que moi, je viens de pas grand-chose. Tu comprends? Ouais, non, Sur moi, quand quelque chose est accessible, là, puis c'est pas gatekeepé là, par des gens qui sont devant la porte, là, puis sont comme « vous ne passerez pas », genre. Parce que c'est juste ça, le monde culturel, c'est juste des gens devant la porte. Comme derrière la porte, t'as souvent des gens super compétents, super nice, mais comme il y a comme une zone où est-ce que genre t'as des gens qui gatekeep puis qui sont comme tu passeras pas, puis c'est souvent parce que ces gens-là, ils ont travaillé très 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 dur pour se rendre où est-ce qu'ils sont, puis là ça les fâche de voir qu'il y a une accessibilité dans le monde des communications. Fait que moi je trouve que c'est une révolution, puis je pense que dans quelques années, tu sais, ça va être, ils vont parler de cette période-là comme une révolution culturelle. Shout-out. Ben c'est ça, comme tu dis, il y en a qui essayent toute leur vie de se rendre là, tu sais, comme nous, on est, moi puis lui surtout, parce qu'on avait notre ancien co-animateur que lui était là-dedans depuis 5 ans déjà, mais nous, on sort d'un monde complètement différent, puis lui est arrivé pendant de 1 an, même pas 6 mois, on était déjà personnalité publique, on gagnait nos vies avec ça, puis tout. Ouais, mais c'était malade. Ça a-tu été comme... Comme le switch de pas personnalité publique à personnalité publique, as-tu été comme rough? Ben, j'ai trouvé ça, c'était quand même angoissant parce que j'ai l'impression qu'on est devenu connu, le podcast est devenu connu avant que je devienne bon. Fait que ça, il y a eu un peu de ça. Genre, tu sais, animer un podcast, c'est un peu un skills, là, pareil. Faut que tu le développes, tu sais. Puis même ta personnalité d'animateur, puis tout ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Comme le stand-up, là. Ton premier show, t'étais pas aussi bon que le 100e. Non, c'était horrible. Exact. Fait que là, nous, ce qui est arrivé, c'est que comme notre 4e épisode était déjà viral avec Ricard, by the way, shout out. Fait que, dès le 4e épisode, là. Mon 4e épisode de pogné en feu, là. Je suis comme content pour vous. Non, mais c'est nice. C'était malade. C'était un 4e épisode, puis ça pète.
a pogné en feu. Mais même les premiers, là, tu sais, GNT était déjà super pop-in sur YouTube. Fait que là, on commence un podcast. Puis Frank aussi, là, il y avait une chaîne sur YouTube, puis ça marchait bien aussi. Fait que là, on arrive sur podcast. Premier épisode, tu sais, déjà, premier épisode, on avait des views compétitifs avec tous les podcasts au Québec. Puis quatrième, ça a comme vraiment pogné en feu. Fait que, tu sais, nous autres, on se retrouve là-dedans, pas d'expérience. Puis là, t'as tous les yeux sur toi. Il y a de quoi de stressant, là. Ouais. En même temps, c'est comme je changerais rien de l'histoire. Là. Je suis bien content que tout soit passé de même. Puis on s'est développé, puis on a développé notre style. Puis on le plus important, c'est pour moi, en tout cas, dans mon cheminement, ça a été de comprendre que, tu sais, même quand tu vas rappeler aux gens que tu es juste un humain, puis tu fais de ton mieux comme tout le monde, puis c'est pas différent de personne. Là. Le monde, ils vont quand même souvent te renvoyer un feedback qui est comme plus gros que nature. On dirait que dès que quelqu'un est dans l'espace public, le monde, ils le perçoivent plus gros que nature. So, c'est comme un travail personnel de se ramener soi-même sa perception de quitter à... Yo, je suis pas différent d'un plombier, pour être honnête. Là, moi, je vois pas le stand-up différent de faire de la rénovation. Là. J'arrive dans un matériel, puis là, j'essaie que tout se tienne, puis que tout soit bien soudé. Puis j'ai pas tant de termes que ça de plomberie, là, mais tu comprends? Comme je veux que ça circule bien, je veux que ça coule. Je veux que ça coule quand tout... je veux que... Moi, je le vois comme un travail... c'est abstrait, mais je travaille avec mes mains. Fait que c'est comme ça aussi pour un podcast. Ouais. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais parce que souvent les gens ils vont dire comme oh wow, ça va donner l'impression que c'est donc ben extraordinaire, mais c'est un travail comme les autres. C'est un quotidien normal. Exact, c'est ça. Des fois glorifié. Ben quotidien normal, je sais pas, comme dans ce sens où je suis allé voir 50 Cent en fin de semaine au Festival d'été de Québec. Ouais, t'as-tu aimé ça? J'ai aimé ça, mais il y a tellement de monde qui sont venus me voir. Puis là, j'étais avec ma gang d'amis. Genre, j'essayais de me mettre dans le groupe d'amis pour pas que le monde... Là, le monde venait... Ah, tu sais, ça me dérange pas que vous veniez me voir, mais là, c'était comme... Tu sais, même mes amis trouvaient ça plus chill. Ouais. Fait que ça, c'est pas un quotidien normal. Non. Fait que c'est d'aller dans le VIP. Mais dans le VIP, c'est pas nice. Le monde sont là pour la fame, sont là pour s'en caler sur un peu du show. Moi, je veux vibrer. Ouais. Fait que, tu sais, ça vient comme... distorsionner mon quotidien normal que j'avais, tu sais. Je comprends. Fait que ça, c'est un peu... Mais ce que je veux dire par quotidien normal, c'est plus que, tu sais, faut se lever le matin, on va travailler. Tu sais, on n'est pas... Genre, mettons, moi, je me considère comme quelqu'un d'heureux, mais tu sais, est-ce que notre échelle de bonheur est super plus que, justement, un plombier que, tu sais, lui, il vit sa vie, il paye ses billes, tu sais... C'est comme si on est du monde normal. C'est plus... Mais ouais, moi, c'est comme ça que moi, je le vois comme ça. Comme, je trouve que c'est important de ramener... tout ce que tu fais à sa fonction la plus artisanale pour te percevoir toi-même comme quelqu'un qui se lève le matin puis qui veut bien faire son travail, qui veut faire ce qu'il a à faire. Puis après ça, quand tu finis, tu retournes sur des shit normales de la vie. Là, même si le métier, comme tu dis, il y a des bouts pas normaux, là, comme ça. Là. Ça, c'est pas humain. Là, comme quand trop de gens aiment quelqu'un, je regarde tout à travers les yeux d'un bébé, là, maintenant, parce que j'ai comme mon bébé, là. Puis je suis comme, shit, non. Un bébé, s'il y avait comme 10 000 personnes autour de lui qui étaient comme, waouh, bravo, il capoterait. Comme, dans le sens que des fois, je suis comme, il y a quelque chose de pur dans l'humain qu'on perd en vieillissant. Puis si tu regardes les enfants, des fois, comment ils se comportent, tu te rappelles de c'est quoi qui est essentiel dans la vie. On dirait que c'est mon petit moment, mon petit conseil. Ouais, un petit conseil de nouveau papa. J'ai envie de parler de cul, moi. Ben beau le sérieux, là. Calice. C'est bon. C'est notre segment présenté par erosetcompagnie.com, baby. C'est le segment célibataire. Donc, Adib, on aimerait ça que tu nous racontes une anecdote de célibataire ou quelque chose qui s'est passé de coquin. Je sais que ça fait 9 ans que tu es en couple, là, mais peu importe. Si tu as déjà pris le bat dans le zipper ou quelque chose de même, on t'écoute. Honnêtement, j'ai pas d'histoire... j'ai pas d'histoire fucked up. Mais j'ai dit que j'avais peut-être raconté mon histoire de comment j'ai... Bah, c'est pas le fun, là. Vous me mettez en le spot, les gars, là. Voilà, tu te tiens en attente. C'est ça. Raconte-nous comment t'as rencontré ta blonde. Ok, je vais vous raconter ça dans le fond. T'es rendu avec un bébé pis tout. Là. Ouais, je suis rendu avec un fucking bébé, man. Il y a quel âge? J'ai dit ya, mais c'est-tu elle? Ouais, c'est ya. Ouais, il y a 8 mois. C'est fucked up. Est-ce que tu sais où que tu l'as fait, genre? Ouais.
Nous, on était rendus là. Nous, on était... Ah, mais tu veux, comme... Ça, j'allais en parler sur scène, mais je peux en parler la première fois ici. Oui. Je sais pas si c'est drôle, mais je sais pas si c'est bon, mais... Pratique-toi. Quand tu sais, nous, on était rendus, on voulait un enfant, puis, tu sais, on a tous des relations sexuelles, j'espère. Sans rideau? Sans rideau, exact. On commence notre vie sexuelle mettons, à l'adolescence, là, pour la plupart. Puis là, c'est très comme axé sur Performance. la performance, puis le plaisir, puis... Mais là, tu sais, comme nous, on arrive à un point où on est comme, OK, là, on veut un enfant, tu sais, puis... Ça devient comme scientifique. Mais l'expérience est pas pareille quand tu veux avoir un enfant. C'est comme, c'est une autre switch, là. Je sais pas comment vous en parler, mais il y a quelque chose de plus deep. C'est comme, je pensais pas que ça pouvait être autant différent. Ton intention est pas pareille. Si tu veux créer la vie, tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? Comme t'arrives pas là. J'avoue. C'est vrai, T'arrives pas là avec je vais mettre une capote ou t'as-tu pris ta pilule? Là, c'est quoi? J'espère que ça colle, aussi. Mais c'est vrai que c'est différent. Vas-y, 2 Je secondes. me verrais moins procréer en doggy style. Yes, on va faire un fils ici! Exact, c'est ça. C'est un code missionnaire avec des petits becs dans le cou, genre, quelque chose. Non, je te jure, ça te joue dans la... Ça fait de quoi comme... C'est pas le temps d'y venir dans les cheveux, là. Non, c'est ça marchera pas. Tu peux pas. J'ai déposé mon micro, c'est tellement... Je suis pas sûr que ça marche. Mais, ouais, non, histoire, s'il y a des gens qui struggle avec les relations amoureuses puis tout ça, je trouve que ça peut être intéressant de partager. Moi, dans le fond, j'allais au secondaire avec ma femme. 5 ans, on s'est jamais parlé. Ah ouais? Non, on avait des groupes d'amis en commun. Oh, Ouais. T'as trouvé-tu cute ou t'étais pas game? Je la trouvais cute et j'avais fucking peur d'elle. Ok, c'est ça. Comme j'étais terrorisé par elle. Parce qu'elle dégageait quelque chose... Tu sais, vous avez probablement des souvenirs de filles à votre secondaire qui étaient comme plus matures que tout le monde. Genre comme... Physiquement, là? Et physiquement, mais aussi dans la personne. Tu sais, on dirait qu'au secondaire, il y a toujours 2-3 personnes qui sont devenues des hommes et des femmes plus vite. Moi, il y a des filles, j'étais pas game de parler. Ouais, Je comprends pas le game feeling, de parler. oui. C'est pas... Moi, j'étais le gars qui niaisait tout le monde, là. Comme j'avais niaisé toute l'école. Mais elle, jamais. Ouais, je comprends. Comme j'ai même pas fait une joke. J'avais... C'est comme une peur de respect. Parce qu'elle dégageait quelque chose de... Elle, c'est une adulte. Puis les adultes, on les laisse tranquilles, tu sais. Ah ouais, je te file. Puis on s'est jamais parlé au secondaire. Puis à notre conventum de 10 ans, ouais. Retrouvailles de 10 ans. Aux retrouvailles de 10 ans, on s'est reparlé un peu. Puis ça n'a rien donné à ce moment-là, mais comme moi, c'est à ce moment-là que j'ai fait comme « Oh shit! » Je suis vraiment intéressé par... je pourrais être vraiment intéressé par cette personne-là. Puis je trouve ça weird que, mettons, moi, c'est la femme de ma vie. Moi, je trouve ça weird que la femme de ma vie, puis je médite souvent là-dessus, pendant 5 ans, le bon Dieu l'a mis sur mon chemin, puis j'y ai pas dit un esti de mot, man. Ça, hein? Je trouve ça fou, esti. Puis je me demande combien de gens ont vécu ça. T'sais, combien de gens ont côtoyé à tous les jours de leur vie la personne qui est leur personne, puis qu'ils le savent même pas. Puis j'ai envie d'encourager les gens à rester alertes par rapport à qu'est-ce qui s'est caché dans nos vies, parce que des fois, la personne qu'on cherche, on a non seulement déjà croisé, mais on l'a côtoyé, puis on la connaît. T'sais? Puis on l'a juste pas vu. Puis des fois, c'est notre... Parce que... Mais tu penses-tu... Parce que là, c'était 10 ans plus tard, puis t'es devenu connu, genre. Fait que c'est sûr que ça t'a mais donné... elle s'en calisse. Elle s'en calisse, mais ça t'a donné une espèce de confiance peut-être de plus. Non, genre, tu penses? Ben, Peut-être. Ouais, j'avoue. Parce que moi, la façon que je vis, j'avoue. c'est qu'il y en a plein des filles au secondaire que j'étais pas game d'aller parler, genre. Ouais. Puis là, des fois, mettons, t'arrives un peu plus tard dans la vie, puis là, c'est comme, Chris, on a matché sur Hinge, ou genre, elle vient me parler, puis là, t'es comme, Chris, peut-être, dans ma tête, cette fille-là, elle a tout le temps été trop hot, puis j'aurais pas été game, puis elle était comme, je la voyais sur un piédestal. Puis là, à un moment donné, la vie évolue un peu, puis là, t'es comme, ben peut-être que finalement,
je serais capable. Puis là, tu découvres en dedans de toi une capacité que tu n'avais jamais vue, tu sais. Ouais. Fait que là, ça dit, Mais parce que ça te donne confiance en toi. Ben c'est ça, c'est un peu c'est ça, oui, c'est ça ton plus point. de confiance que là, t'as fait, je vais aller. Ah yo, moi je me rappelle comme... Moi j'ai toujours été terrifié. Tu sais, comme... Fait que je le faisais pareil, là. Si je trouvais quelqu'un de mon goût, j'allais quand même, mais j'ai jamais pas été terrifié. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très simple, là, mais moi je pense que quand t'aimes vraiment quelqu'un, là, ça fait pas ça fait... Il y a comme une terreur qui vient avec, puis c'est correct. Ouais. C'est à quel âge tu t'es déviergé? Moi, ça? Ouais. 16 ou 17. 16 ou 17. Ouais. À quoi tu penses quand tu baises quelqu'un, toi? À cet âge-là? Dans la vie. À là. quoi tu penses? Tu penses à quoi, toi? Je pose la question à lui. Il veut m'emmener là. À cet âge-là, honnêtement... Vous pensez, vous Moi, autres? non, pas vraiment, non. Je pense non, pas. je pense pas vraiment, non. Non, j'ai pas de... Honnêtement, j'ai pas de souvenir de... À part les premières fois où t'es vraiment terrifié de... Tu sais pas qu'est-ce que tu t'en vas faire. Ouais. Non, moi, je pense que ça a toujours été comme... Moment présent, genre? Ouais, plus... J'ai toujours été plus... On dirait que je move, mais je pense que je suis à l'aise de le faire. Parce que il y a une partie de moi qui se sent un peu aussi dans l'éducatif, là, maintenant que je suis un vieux chien. Ben oui, t'es surpris un break, il n'y a rien de plus éducatif. C'est ça, exact. Non, je trouve que on en parlait tantôt, mais quand t'es jeune, on met beaucoup de l'avant le côté performance, pas le côté... Moi, j'appelle ça le côté spirituel, mais bon, c'est moi, là. Je sais que c'est pas à la mode de penser comme ça, mais pour moi, il y a un côté... Pour moi, il y a quelque chose de deep dans deux êtres humains qui connectent ensemble. Je le vois comme ça. Mais je suis d'accord avec ça. Ouais. Je le vois comme ça. Je trouve que c'est deep, esti. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai, quand tu y penses, mettons, c'est quoi les moments dans la vie que tu penses pas? Genre, moi, mon cerveau, il pense tout le temps, mais c'est vrai que quand genre, le sexe, on dirait que c'est un des moments où que ton cerveau, t'es juste comme dans le moment. Il y a un peu de coup de c'est un peu de la méditation quand tu y penses. Quand même. Puis je pense Moi, je médite des fois pendant que Ouais, c'est ça, tu sais, c'est vrai. je fais des mantras. C'est toi, à quoi tu penses, toi, quand on te renvoie la question? Ben ça, je fais des mantras. C'est-tu comme une des grosses thématiques du podcast, la sexualité quand même? Ou, On en parle, mais c'est pas une thématique, mais c'est juste on n'est pas gêné d'aller... Ok. On parle souvent de cul, fait que... Ok. on en parle. Je trouve ça intéressant, mais... Après ça, le plaisir de l'autre, mon plaisir. Ouais. On s'enligne comment de me protéger. Ouais. Ça, c'est important quand même. Ouais. Moi, des fois, quand ça va pas... Des fois, je pense à pas venir, puis à toutes les fois que je pense à pas venir, c'est jamais bon, on dirait. Genre, dès que... Si je suis plus dans le moment... Tu crées ton stress, genre. Ouais, c'est ça, mettons, là, si c'est nice, ok, faudrait pas, je vais venir, là, c'est sûr, genre dès que j'ai comme cette thought process. D'où l'importance d'essayer le plus possible de faire ces choses-là avec des gens, tu sais, que c'est pas grave. Que t'as une réelle intimité, là, puis ça, c'est une des choses les plus tough à comprendre, on dirait, en vieillissant. C'est pas parce que t'es tout nu avec quelqu'un que t'es intime. Non, c'est vrai, ça. Des fois, vous êtes juste tout nu puis pas intime. Genre, vous êtes tout nu puis vous pouvez pas être plus, genre... comme... Personne n'est investi, là. C'est ça. Puis je pense que c'est là qu'on se sent un peu... on va se sentir un peu vide, là. Parce que l'intimité, il y a quelque chose de fucking terrorisant. C'est là que se cache ton vrai toi, genre. C'est plus terrorisant ça que de se bouffer le sexe. Je pense que oui, man. Pour vrai, parce que si tu rentres dans le côté comme... performance, puis que t'as jamais touché à la partie de toi qui est comme le vrai toi. La profondeur. Ouais, là, t'es comme... C'est pas... Moi, je le disais dans mon dernier show, c'est pas pour rien qu'on porte des vêtements, là. C'est parce qu'être tout nu, c'est fucked up, là. Genre, c'est un moment de ta journée où c'est spécial. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, quand t'es tout nu, c'est jamais comme... C'est jamais genre... T'as toujours un moment où t'es comme, là, je suis tout nu, là. Je sais pas si ça fait du sens, mais ça me fait rire parce que, genre, on m'a vraiment, on dirait, enseigné que c'était comme, c'était la chose la plus commune, mais en réalité, non, c'est pas commun. C'est comme, quand t'es vraiment tout nu, pas juste physiquement, mais au niveau aussi de ton
ton âme, là, moi, je parle en ces termes-là, là, de ton âme, là, il y a comme vraiment il y a comme la sexualité devient plus une affaire de performance, ça devient une affaire de transformation. Ouais. Je suis d'accord parce que moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais une fréquentation il y a comme 2-3 ans de tout ça, que genre, on baisait amplement puis c'était bien le fun. Mais là, de moment donné, j'ai mis terme à ça parce que j'avais essayé de m'ouvrir mais j'avais de la misère puis je sentais pas qu'elle voulait s'ouvrir. Puis là, j'ai dit, tu sais, je pense on va arrêter ça là parce que ça fait comme 3-4 mois qu'on se voit, on se mange le sexe, ça n'en plus finir, mais t'es même pas capable de me dire comment tu te sens par rapport à moi. Fait que ça sert à rien, on ira pas plus loin, tu sais. Puis on dirait que genre, en tout cas quand j'étais jeune, un des faux mythes qui circulaient, c'était que les filles étaient plus à l'aise avec s'ouvrir. Mais la réalité est que je pense que c'est difficile pour tout le monde de s'ouvrir. Fait que c'est comme je te file à 100%, là, t'es arrivé à un point, puis là, ça devient difficile, puis t'aimerais aller comme un petit peu plus deep, mais l'autre personne, elle a de la difficulté à le faire. Fait que c'est fucked up. C'est intéressant ce que tu dis, le côté spirituel. Ben, je trouve qu'on grandit beaucoup, tu sais, en tant que jeune gars. Là, tu grandis, puis dans ta tête, ce qui est cool, c'est, mettons, au secondaire ou même quasiment primaire, c'est genre, quand je vais être un gars, un adulte, je vais pouvoir coucher avec plein de filles. Puis, tu sais, on dirait qu'il y a une espèce de glorification de coucher avec plein de filles quand t'es un gars. Ça veut dire que t'es hot, puis tu l'as, tu sais. Puis on dirait que moi, toutes les fois dans ma vie où j'ai vécu des one night où il y avait pas, c'était qu'après, mettons, tu as du sexe, puis après ça, t'es même pas capable de coller à personne, puis t'es pas capable d'être bien. On dirait, moi, ça me rend malheureux. Il y a comme un vide dans l'âme, je sais pas, il y a de quoi qui est comme, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie, tu sais, je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis comme, on dirait que ça revient dans les discussions de nos jours, mais qu'est-ce que c'est qu'être un homme, tu sais, comment être un vrai homme. Puis moi, j'ai la chance dans la vie d'être mentoré par quelques personnes, puis ils sont beaucoup plus âgés que moi, puis on a des discussions sur ces choses-là. Puis hier, j'avais une discussion là-dessus, puis la personne me disait que si ça part pas de l'amour, t'es pas un vrai homme. Si ça part pas d'une place où est-ce que t'es capable d'aimer, t'sais, vraiment aimer, là, comme le vrai truc, la vraie force spirituelle de l'amour, là, qui est de se lever le matin puis de croire en l'espoir d'un avenir, mais tu sais, comme le vrai truc là, qu'on a tous en dedans de nous. Si t'es pas capable de partir de cette place-là, puis t'es juste dans... Là, toi, tu me donnais l'exemple de comme la conquête. C'est comme une version fake. C'est comme si t'achetais un faux Louis Vuitton au lieu d'acheter le vrai Louis Vuitton. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme un fake. C'est comme... Des fois, on se crée des images de qu'est-ce que c'est qu'un vrai homme ou une vraie femme ou un vrai whatever. Puis on réalise pas que on a acheté la version fausse. C'est comme patcher un trou. Là. Ouais, c'est ça, exact. Je me sens tout seul, je vais coucher avec une fille, mais comme il n'y a aucune connexion, il n'y a rien, c'est juste un exactement. Truc mécanique. Je traduis pas ce que tu dis, peut-être plus deep encore, de s'aimer soi-même avant d'être capable d'aimer. Parce que si t'aimes les autres, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, peut-être vouloir plaire aux autres, mais si tu t'aimes pas toi-même, comment tu veux bien aimer? J'ai essayé ça, puis moi, ça n'a pas marché pour moi. Ah ouais? Non, moi, déjà, depuis que je suis petit, je suis comme obsédé par être en couple. Depuis que je suis... Tu sais, un de mes plus lointains souvenirs, genre, je rentre en maternelle, là, dans la classe, puis là, il y a une fille, elle s'appelle Mélanie. Puis là, je regarde Mélanie, puis je suis comme, il faut que je me marie avec Mélanie, man. Tu sais, j'avais pas de truc sexuel à cet âge-là dans ma tête. C'était juste comme, je la trouvais tellement belle, puis comme je voulais comme... je voulais qu'on soit ensemble. C'est weird. J'ai toujours été comme ça. Puis j'ai essayé le truc de genre, je vais m'aimer moi avant d'aimer quelqu'un, mais moi, j'ai trouvé que les fois où j'ai fait les plus gros progrès dans ma vie, c'était à travers l'amour que j'avais pour quelqu'un d'autre. Comme, mettons, il y a des bouts de toi que tu veux pas nécessairement voir. T'sais, tous les humains passent par des morceaux de leur vie ou de leur personnalité qu'ils veulent pas voir. Puis là, l'autre personne le voit, fait qu'elle te confronte à cette partie-là de toi. Puis là, c'est challengeant, ça peut te mettre en colère. Tu peux éviter la situation, tu peux même commencer à vouloir comme rejeter la personne pour plus voir ça. Mais une fois que
une fois que genre t'atteins la zone de tension là où ce que t'es comme OK, mais si je regarde pas ce qu'elle veut que je regarde, ça se peut qu'elle parte. Puis moi je veux pas qu'elle parte, tu sais. So là, tu rentres dans une autre dynamique, c'est OK, je vais regarder ce que je veux pas regarder, même si je suis persuadé que elle a fucking tort, je vais le regarder quand même. Puis là, à travers comme cette exploration-là, tu découvres une autre capacité que tu as en dedans de toi, puis des nouvelles affaires. Puis ça, je trouve que ça, pour moi, c'est opérer à partir d'une place d'amour où tu es prêt à aller confronter ce que tu as de plus sombre à l'intérieur de toi parce que tu es convaincu que la personne avait quitté. Moi, c'est ça mon public cible, là. Ma niche, là, c'est les gens qui croient encore qu'il y a une personne pour toi sur Terre. T'sais, moi, peu importe l'âge que tu as, peu importe si tu es rendu à 65, puis tu cherches quelqu'un avec qui tu vas finir tes vieux jours, là, tu sais. D'ailleurs, c'est important. Une personne ou tu penses que c'est du travail qui est fait avec des compromis? Puis mettons, est-ce que tu penses que la femme que tu as en ce moment, ça aurait pu être quelqu'un d'autre peut-être, mais que tu avais fait les mêmes compromis puis les mêmes efforts puis ça aurait pu fonctionner? Ou tu penses que cette personne-là est comme là pour toi? Genre? Bonne question, parce qu'il y en a qui disent que il y a comme des stats qui prouvent que genre les hommes, mettons, ils committent à des relations à partir de genre plus comme 28. Puis il y en a qui lisent ça au fait qu'on a une chute drastique de testostérone à 28. C'est comme de 14 à 28, on est bandé raide. On est bandé raide, puis la testostérone, c'est comme un super pouvoir. Toutes les hormones sont des super pouvoirs. Là, moi, j'ai commencé à lire sur les hormones cette année parce que ma femme était enceinte, puis on te parle tout le temps d'hormones. Tout le monde te parle des hormones. T'es comme, c'est quoi des hormones? Tout le monde parle d'hormones. Si je vais aller lire un peu sur les hormones, puis tu réalises, yo, c'est fucked up les hormones. C'est comme des petites potions magiques en dedans de nous qui font qu'on se comporte différemment, tu sais. Fait que là, ils ont réalisé qu'à 28 ans, il y a une chute drastique de criminalité chez les hommes. Mais c'est parce qu'il y a moins de testostérone. Okay. C'est comme la chute de testostérone fait que les gars, ils sentent moins le besoin de tester les limites. Moins impulsif, agressif. Exact. Fait que là, il y a comme un switch. Puis là, tu commences à plus ressentir des choses comme... Là, je veux je veux me poser quelque part. Je veux être avec une personne. Je veux c'est pas tout le monde, évidemment. Là. C'est pas tout le monde, mais moi, j'aurais jamais pensé que je deviendrais un gars... Qui a envie de ressentir des choses. Qui a envie de ressentir des choses, puis qui a envie de, genre, vraiment, qui est passionné par sa vie de famille. Là. Je pensais pas que j'allais être ce gars-là, honnêtement. T'as-tu envie de ressentir des choses? Pourquoi pas? Oh yes! On a un cadeau pour toi. Je sens que t'as comme un... tu veux ressentir des choses. Faut-tu que je l'ouvre? Ben oui. Absolument. C'est fourni par nos amis de chez Eros et compagnie. C'est un cadeau qui est personnalisé pour vous. Avec le code BREAK 15, 15% de rabais sur tout. Okay. Mon minou. Ah, tabarnak, ok. Ah ouais? T'es content. Tu sais quoi, mais vu que je suis un homme de famille satisfait, je vais probablement l'offrir à un ami qui va pas bien. Merci, vous êtes gentil, merci. Utilisez-vous ça dans votre couple, des jouets érotiques ou... on est all natural. Nous. All natural, ok. Ouais, on est all natural. Ouais. Ok, je comprends. Ouais, c'est cool ça. Ça a été comment de perdre ton père? Oh shit. Tabarnak. Jouet sexuel, perdre son père, aussi les gars, avec les gars. Non, mais avez-vous, vos parents sont toujours parmi... Ouais, ok. Ouais. Non, je veux savoir parce que... non, mais c'est ça, c'est une éventualité, tu sais. Alors, l'âge qu'on a, c'est une éventualité, puis moi, ça m'intéresse parce que j'ai vécu beaucoup de deuil dans ma famille proche, mais pas proche. Non, c'est pas mes parents ni mes frères, mais oncle, tante, cousin. Je suis content que tu me poses la question parce que... C'est un des événements les plus importants de ma vie. Là, moi, j'ai vécu ça comme quelque chose de fou. Genre, à ce jour, j'ai des frissons quand... mon père, il a eu son annonce qu'il avait le cancer. Puis 2 mois après, il était mort. OK? Fait que ça a été comme... Short and sweet. Ah ouais, non. C'était... Pas sweet. Pas sweet. Short and sweet, un bout. Mais le bout, c'est pas sweet. C'est expéditif, puis genre, t'es mieux d'avoir tes intentions à la bonne place, là, parce que y a rien de plus vrai que la mort, là. Quand quelqu'un s'en va, il s'en va, puis
c'est fou parce que moi, quand il a annoncé qu'il était malade, moi, je suis comme rentré dans un mode il faut le guérir. Il t'a annoncé ça comment à toi? J'étais assis chez lui dans son appartement, puis c'est comme mon père, c'était vraiment un gars comme extrêmement doux, extrêmement poli, il levait jamais le ton. Tout était toujours pris avec un grain de sel. C'était ça sa nature, t'sais. Fait que même ça, il me l'a annoncé comme ça. Il me l'a annoncé comme s'il me disait qu'il s'en allait acheter une pièce de viande à la boucherie puis qu'il était pas content, mais tu sais, c'est une autre chose de la vie, tu sais. Ah ouais. Ouais. Puis ça peut pas être plus lui, ça, là, tu sais. Puis là, moi, le petit garçon en dedans de moi, il flippe à il faut sauver papa, tu sais, comme il faut trouver quelque chose. Fait que là, je commence à fucking lire sur le cancer, puis je check des vidéos, puis je check c'est quoi qui peut aider, puis je deviens un peu obsédé, puis lui, il se retrouve à l'hôpital. Puis moi, à tous les jours, j'arrive à l'hôpital avec la dernière affaire que j'étais comme, faut que je le convainque d'essayer telle affaire ou telle chose. Puis lui, honnêtement, il était pas là, genre. T'sais, lui, il était plus à une place comme... Je vais être super honnête avec vous, il était fucking dégoûté d'être à l'hôpital. Ça m'a comme surpris, je m'attendais pas à ça. T'sais. Il était vraiment dégoûté d'être à... Il voulait juste sortir, t'sais. Il voulait s'en aller, puis moi, j'étais un peu comme... Essaye telle affaire, il faut qu'on fasse telle chose, on va lire là-dessus. Puis lui, il me revenait souvent à « Ouais, mais moi, je veux juste, je veux sortir d'ici, tu sais, je veux... » Qu'est-ce qui le dégoûtait? C'est que les gens s'occupaient de lui, c'est l'ambiance? Non, c'était qu'il voulait... C'est vraiment con, mais comme il voulait aller chiller avec ses amis. Je sais que c'est weird, là, mais tu ramènes ça aux choses les plus simples de la vie. Il voulait juste aller chiller avec ses amis, prendre un café. Il voulait comme... On allait le voir à tous les jours, mais il était tellement tout seul, il pouvait pas faire les choses que... tu sais, quand quelqu'un est malade, tu vas le voir pendant 3, 4, 5 heures. Puis après, le reste de la journée, il est tout seul. Fait que lui, dans ce temps-là, il voulait sortir, aller prendre son café avec son ami, aller discuter, aller faire ses affaires. Puis moi, à un moment donné, ma mère m'a comme fait réaliser, check, là, comme, là, tu t'en vas le voir, puis tu veux tellement insister là, que il veuille guérir. Mais lui, là, c'est pas ça qu'il démontre en ce moment. T'sais, lui, il veut de la compagnie. Ça m'a comme shifté le cerveau. J'ai fait comme shit, sais-tu quoi, man? Je vais juste être la fucking compagnie pendant le temps qui reste. Je sais pas, tu sais, qu'est-ce que le bon Dieu nous réserve. Puis là, le 2-3 semaines qui restaient, j'ai posé toutes les questions que tu peux imaginer, là. Toutes les questions que tu veux poser à ton père ou que tu n'as jamais posées, là. J'ai posé toutes les questions. Il m'a raconté tellement d'histoires. Je réalisais que personne ne lui a jamais demandé rien sur sa vie. T'sais, comme toutes les histoires qu'on racontait tantôt quand on est venu ici, Victor Hugo, tout ça, là, personne n'y avait jamais demandé. Lui avait tout ça en dedans de lui, de pogner, puis il savait même pas. Puis le fait que je lui posais des questions, puis qu'on allait à des places même inconfortables sur des choses plus difficiles de notre vie, tout ça, puis ça lui faisait comme un... Il me l'a pas dit, mais je le connais. De la façon qu'il me répondait, tu sentais que comme ça pouvait pas plus tomber à un bon moment, tu sais. Puis le dernier mois de sa vie, moi j'étais avec lui à tous les jours, puis il me racontait des histoires, on jouait aux échecs. On écoutait de la musique, il aimait la musique classique. On jouait aux échecs, musique classique, il me racontait des histoires. Puis quand mon père est parti, j'avais un feeling que genre, tu sais, je l'ai toujours aimé, mais c'était mon meilleur ami dans tout l'univers, là, tu sais, comme je me suis jamais autant rapproché d'un être humain. Puis quand il est parti, j'ai jamais senti qu'il n'était pas avec moi parce que je suis content de le partager avec les gens parce que j'espère que les gens vont traverser la barrière de l'inconfort. On a comme un inconfort des fois avec certains sujets avec nos parents, là. Tu avais-tu déjà dit je t'aime avant cette période-là? Ah yo, c'est weird que tu me dises ça parce que genre mon père, personne lui a à part ma mère, là, personne lui a jamais dit je t'aime. Sur lui, j'y disais je t'aime, puis comme Ah, c'est fou.
fou, man. Là, et je le voyais, et je te le dis, man, comme un... Il avait pas entendu ça. En tout cas, de son fils ou d'un homme, mais moi, je pense de sa vie, là. J'ai dit ça, puis là, il était comme... Silence, là. Puis là, je suis comme, tu sais, papa, on répond, je t'aime. Puis là, il dit, oui, mais elle dit, moi, je connais pas ça. Tu sais, c'était fou, genre, il me disait, moi, je connais pas ça, genre. Puis là, une autre fois, j'ai dit, je t'aime, papa, tu sais. Puis là, il fait genre, ah, c'est gentil, merci, tu sais. Puis là, je suis comme, oh shit, un petit step, man. Ouais. Puis en dedans d'un mois, man, c'est lui qui me le disait en premier. Ah, nice. Tu sais, fait que c'est fou comment, même quand il te reste pas beaucoup de temps avec quelqu'un, tu peux créer une relation, une intimité qui rend la relation éternelle. Moi, à ce jour, comme il est avec moi, là. Ah, ouais. Ça m'a donné des frissons. Ben yo, mais merci de m'avoir posé la question. Tu sais, des fois, tu sais pas si tu devrais être pudique ou... mais je pense que si ça peut encourager quelqu'un à se rapprocher, même dans les moments difficiles, là, des gens qu'on aime, là, parce que tout le monde, on a des histoires avec nos familles, on a des... Fait que des fois, on a un bras de distance sur certaines choses. C'est là qu'il y a tout le jus de l'humanité, de toute la connexion, parce que les gens souffrent en secret. T'sais. Personne ne dit vraiment qu'est-ce qui pèse sur leur cœur, sur leur âme. Fait que quand tu t'assois avec quelqu'un, puis t'es comme, check, je veux être une compagnie, je veux être une écoute. Moi, j'ai jamais été ce gars-là en passant. C'était nouveau pour moi, là, tu sais. Je suis pas arrivé là en faisant comme je sais ce que je fais. Non, mais c'est beau parce que t'as appris à travers la plus grosse période de ta vie, tu sais. Exact. C'est ça qui est quand même... C'est là que j'ai su pourquoi mon père avait choisi le Québec, tu sais. Fait que, sinon, je l'aurais pas su. J'aurais pas été capable d'écrire Québécois Tabarnak, qui est sur YouTube d'ailleurs, allez le voir. Ouais, un peu de promo là. Sur YouTube, ben oui, 196 000 vues en dedans d'un mois, c'est pas pire quand même, je suis content. Là. Impressionnant. Je suis vraiment content, honnêtement, là, vraiment content. Ouais, ça c'est grâce à lui, puis la vie est drôlement faite, mais bien faite la plupart du temps. Ouais. Ah non, c'est vraiment cool comme histoire. C'est cool, c'est pas cool que ton père soit mort. Non, mais c'est la vie, man. C'est weird. On va tous passer par là. Quand tu t'en vas, j'imagine l'affaire qui est le plus importante, c'est de transmettre un peu tout ce qui te reste, là, que t'as gardé. Fait que de poser les questions puis d'essayer d'approfondir. Si lui, il s'en va, fait que j'imagine il devait être autant... Ça le libère là, de transférer son bagage à son fils. Là, après ça, il y a comme un fardeau de moins sur tes épaules pour pouvoir partir en paix. Là, mais lui, il était pas le genre de personne qui allait... comme s'exprimer, puis après ça, te reparler de comment il se sent par rapport à ce qu'il t'a dit. Tu sais, il allait juste dire, puis après ça, une fois que c'est dit, on n'allait pas nécessairement revenir sur comment il se sentait. Il vient pas de cette... il venait pas d'une génération, en tout cas d'une culture où est-ce qu'on parle de comment on se sent. Fait que tout ça, de le voir aller là avec moi, c'était fou, là. C'était fou, pour vrai, c'était... Ouais. Ah oui, la génération de nos pères et de nos grands-pères, tu sais, ils se parlaient pas pantoute. Moi, j'ai déjà eu la conversation. Tu sais, mon père, mon grand-père, mon père, c'est la construction, mon grand-père dans le monde de l'ingénierie. Fait que, tu sais, deux gars typiques qui parlent pas de leurs émotions. Et là, une année, j'ai eu la conversation avec mon grand-père de pourquoi il n'y avait pas ces conversations-là avec mon père. J'aurais jamais cru, moi, avoir une conversation de même avec mon père, mais là, avec mon grand-père qui est encore plus fermé parce que il est rendu dans la 80aine. Fait que ça a été quand même une discussion fascinante. Tu sais, j'ai dit, as-tu déjà dit je t'aime? Je pense pas. Ah, c'est ça. C'est weird, hein, quand t'arrives là, puis là, tu le vois, là, ça devient comme houleux, mais pas tant inconfortable. Plus comme shit, man, comme on dirait, là... Mais moi, je suis rendu là, je pense à des affaires fucked up, là. Comme là, je suis comme, OK, genre... Les humains, là, les histoires qu'on a, c'est ce qui nous définit, tu sais, comme ce qu'on vit, là, puis les choses dont on se rappelle, là. Tu vas même rencontrer des gens dans ta vie, là, que toute leur vie est construite autour de 4, 5, 6 événements, soit joyeux, soit traumatisants. Souvent, c'est traumatisant. Fait que les histoires, ils ont comme une énergie, ils ont comme une force, là, que genre, si tu la libères pas, là, si tu l'exprimes pas, genre, si tu dis pas ton histoire aux gens, là, si tu trouves pas une façon d'exprimer ton histoire, t'es comme pogné avec toute l'énergie
de l'histoire. C'est vrai. À vous, hein? Ouais. Comme là, quand t'as posé la question à ton grand-père, lui, là, probablement, il est allé comme en contact avec quelque chose là, que ça fait longtemps que c'est comme... C'est ici, puis il l'a peut-être jamais raconté, là. Non, c'est ça. Jamais personne s'est intéressé à ça parce qu'on commence, nous, à s'intéresser plus à ce monde-là, les hommes. Ouais. Tu sais, le plus spirituel, plus s'ouvrir. Tu sais, du côté des femmes, c'est déjà plus ouvert, selon moi. Ouais. Il y a encore du travail à faire pour tout le monde, mais je pense que, oui, c'est sûr qu'il devait savoir pourquoi ton petit-fils veut savoir ça. Je sais que je sors. Mais mes frères, je pense pas qu'il y a eu ces conversations-là avec mon grand-père. Tu sais. De ce côté-là, je suis le mouton noir de la famille, mais genre, moi, ça m'intéresse de savoir. T'sais, moi, je le dis à mon père, je le dis à mes frères, je le dis à ma mère, mais qu'est-ce qui fait que t'es pas nécessairement game de dire je t'aime? Je t'aime. Pourtant, tu le sais qu'il t'aime aussi. Il a tout donné pour toi. Puis tu le sens, tu sais. Moi aussi, avec mon père, on se dit pas full, je t'aime, mais tu sais, il me dit souvent qu'il est fier, puis des fois, tu le sens dans la façon qu'il va me pogner l'épaule. Tu le sens, là, je sais qu'il m'aime, mon père, mais c'est vrai que c'est un mot qui est, des fois, qui est comme, je sais pas, il y a de quoi de difficile à dire à quelqu'un, je t'aime. On les a plus dit je t'haïs quand on est fâché que je t'aime. C'est vrai. Alors qu'on les aime bien plus qu'on les haït. C'est vrai. C'est vrai. Puis ton affaire d'histoire, c'est vrai aussi. Je l'avais jamais rationalisé de même. J'ai souvent dit que ce que j'aimais des podcasts, c'est que ça me permet d'un peu tout un peu aéré, puis après ça, tu sens comme t'as plus de complexe, un peu moins, parce qu'au moins t'en as parlé devant le monde. Puis on dirait que je le voyais de même, mais j'avais pas... Mais c'est vrai que je pense pas nécessairement besoin d'avoir un podcast où n'importe qui peut juste... Si tu parles des histoires qui t'est arrivées ou qui te font plus mal ou qui te complexent plus, mais que t'oses en parler, ben ça libère une genre d'énergie en dedans que toi. Ça t'allège pour de vrai, tu sais. Ben ouais, moi je suis rendu que je pense qu'on est des créatures d'histoire. Pas compliqué. Comme l'oiseau, il vole, nous, on raconte des shit. Comme, tu vas au café, tu racontes une histoire. Tu vas au cinéma, on te raconte une histoire. Quand t'es petit pour dormir, on te raconte une histoire. Quand tu vis de quoi, tu te rappelles de l'histoire. Quand tu te rappelles de l'histoire, tu ressens des shit à l'intérieur que t'as jamais... Que là, quand tu reprends le mot « histoire », là, puis là, tu le regardes, où il est partout, tu sais, comme quelqu'un va ouvrir un commerce. C'est son histoire, esti. C'est l'importance qu'on accorde à l'histoire de l'humanité. Exact. L'histoire avance. Ce qu'on construit, c'est l'histoire, c'est le futur, tu sais. C'est comme... Fait que le mot « histoire », c'est pas juste « Ah, c'est une histoire », c'est genre... Tabarnak, c'est peut-être l'algorithme secret de l'être humain, genre ce qu'on écrit, ce qu'on se raconte, ce qu'on garde, ce qu'on partage. C'est peut-être ça qui fait que le monde avance ou recule. Tu sais, je le vois comme quelque chose de plus... Mais c'est là que des fois, quand je vais dans ces zones-là, dans ma tête, je suis comme, faut que j'arrête parce que faut que je vive une vie normale aussi, là, mais je vois vraiment des histoires partout, là, maintenant. Je suis comme... je les vois comme pour vrai. Puis depuis que je vois les choses comme ça, asti que j'aime le monde. Comme même avant, par exemple, j'allais sur Twitter, puis là, je voyais quelqu'un écrire quelque chose comme « Retourne dans ton pays, blablabla ». Ça me faisait mal, ça me faisait chier. Là, maintenant, je dis pas que j'encourage les gens à faire ça, là, mais j'ai un réflexe maintenant, je suis comme, yo, cette personne-là, elle a une histoire, esti. Puis là, man, je commence à juste comme revoir son commentaire à travers le fait qu'elle a sûrement vécu une forme de haine dans sa vie. Elle a sûrement vécu des trucs qui font qu'elle se sent un peu victime. Elle a sûrement vécu des trucs qui sont injustes. Puis là, elle voit quelque chose dehors, puis c'est cette chose-là pour elle dans laquelle elle est capable d'exprimer les histoires qu'elle a peut-être jamais laissé sortir d'elle. Puis pour moi, qu'est-ce qui fait comme... On parlait tantôt d'être une bonne personne ou une mauvaise personne, là. Moi, je ne sais pas c'est quoi qui fait que je vais poser une action puis ça fait que c'est une bonne action ou une mauvaise action. Mais si je fais quelque chose ou je dis quelque chose puis ça me permet de me sentir plus proche de d'autres êtres humains, même si je les connais pas, comme si je sens qu'on n'est pas divisé, en fait. Si ça nous unit, genre, même si on s'aime pas, hein, on n'est pas obligé de s'aimer, là, mais comme si je suis capable de voir que dans son expérience, il y a quelque chose que moi aussi je vais vivre un jour ou que j'ai déjà vécu. Là, j'ai l'impression que cette forme d'unité là, qui vient de se créer, ça fait que je suis probablement sur le bon chemin. Parce qu'au lieu de moi aussi vouloir me diviser de la personne, c'est-à-dire me diviser de moi-même, d'une partie de moi-même, parce que tout ce que les gens font
tu te le fais ou tu le fais aussi ou tu vas le faire un jour, tu vas le ressentir. Il n'y a rien que quelqu'un va ressentir que toi, tu vas jamais ressentir dans ta vie. C'est des émotions. Tu sais, nos outils technologiques évoluent, mais les émotions, là, c'est les mêmes depuis... Fucking, il y a 2000 ans, le monde vivait les mêmes calices d'émotions. Là, tu sais. So, j'essaie de catcher comme où la place où est-ce qu'on est, on est pareil, même si ce que tu viens de dire, c'est quelque chose que j'aurais préféré qu'il n'existe pas. Tu sais. Ouais. Chris, parler avec toi, c'est comme un peu un trip de moche. Parce que. Allez, je le prends comme un compliment, let's go. C'est un compliment. Mais à un moment donné, j'avais fait. Simon! Ça avait été à un moment donné une de mes réflexions après un truc de moche. C'était genre de. On est comme tous plus connectés qu'on pense, on dirait. Ouais. Il y a comme un genre de truc que les humains, tout est un peu interrelié. Là. Fait que si t'haïs quelqu'un, ben, c'est peut-être toi que t'haïs dans le fond, là, ou genre une partie de toi que tout le monde a les mêmes émotions, tout vient des mêmes places. Je pense que oui. Merci beaucoup pour ton partage, Adib. Hey, ça me fait tellement plaisir, les gars. Honnêtement, merci de m'avoir invité, puis je suis très reconnaissant. Il s'en vient quoi pour toi? Honnêtement, il me reste pas beaucoup de shows là, de mon nouveau show. Ça s'appelle Des putes et des voleurs. Ça va être... il reste une dizaine de dates. Puis allez sur mon site. Sinon, il va probablement être sur YouTube aussi bientôt. C'est quoi ton site? adibalkalidé.com. Puis sinon, j'ai une tournée de musique à l'automne. Ça aussi, ça va être sur mon site, adibalkalidé.com. T'avais pas un nom d'artiste pour la musique, Abdelali ou quelque chose? Non, Abdelahid, mais là, c'est tout Adib Al-Khalidi sur Spotify. Mon dernier album s'intitule Sale arabe en thérapie ou Les charmes discrets d'un transfuge de classe. Donc, ça, c'est le dernier album. Ouais. Fait que je suis très reconnaissant, man, que vous m'ayez invité. Puis je suis heureux d'avoir discuté avec vous. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. On aurait pu en faire 2 podcasts. Ouais, tu peux revenir. Il y a des affaires aujourd'hui. C'était vraiment le fun. On n'a même pas parlé de ton pacing. Ouais, non, j'ai même pas checké, man. J'avais plein de questions de préparer qu'on n'est pas allé dedans. Mais je trouve que c'était même mieux ça que d'avoir des questions plus génériques dans le pacing. Mais ouais, c'est ça. Tu reviendrais ici. Avec grand plaisir. Party Let's Fucking Go, mes petits minous. Merci à Sev de nous avoir fourni la boisson alcoolisée pour ce podcast-là. Avec électrolyte. Avec électrolyte. C'est une bonne boisson d'eau d'érable. Vous irez vous chercher ça dans la SAQ. Merci à Monster. Merci à Eros et compagnie.com avec le break 15% de rabais sur tout. Toi, mon beau-frère, as-tu quelque chose à plugger? Non, mais c'est pas mal ça, honnêtement. Merci à nos commanditaires de nous supporter encore. Sinon, vous pouvez venir sur Patreon. On sort les épisodes à l'avance. On a des exclusivités, on a des tirages. C'est vraiment cool. Les forfaits commencent à partir de 5$ par mois. Fait que c'est pas si cher. Nous, ça nous permet de pouvoir créer du contenu de plus grande qualité. Fait qu'on apprécie nos membres Patreon. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine. Yaman, n'oubliez pas de vous abonner à tout ce qui est Prends un break, Adib Al-Khalidi, Emile.Bédard et Frank the Dripper. On se dit ciao, baby! Prends un break. Oh.